On est en compagnie avec Youssef. Salut Youssef. On est en compagnie de deux invités de très grand renom qu'on a le plaisir d'accueillir sur Parole d'honneur aujourd'hui. Bienvenue à vous. On est avec Monique Chemillé-Gendreau. Vous êtes professeur émérite de droit public. Vous êtes politiste. Vous êtes spécialiste des rapports entre droit et souveraineté. Et vous êtes autrice d'ouvrages qui sont décisifs sur la question de la scène internationale. Vous plaidez depuis des décennies pour un droit international libéré des grandes puissances. Ça va être un sujet fondamental de notre échange aujourd'hui. Et vous avez aussi contribué, vous avez apporté en tout cas une contribution à l'action qui a été engagée par l'Afrique du Sud au sein de la Cour internationale de justice contre Israël suite du coup aux attaques du 7 octobre et à l'offensive qui s'en est suivie. À vos côtés, on a Raphaël Maison. Bonjour, bienvenue. Vous êtes aussi professeur de droit public à l'université Paris-Saclay, si je ne m'abuse. Et vous êtes spécialiste du droit pénal international. Notamment, si mes souvenirs sont bons, sur la question des responsabilités individuelles, entre autres choses. Donc ça sera intéressant qu'on puisse aussi discuter de cette question du rapport entre les responsabilités individuelles des dirigeants, donc des États, et la question des rapports entre États, qui sont du coup plus du ressort de la CIJ, tandis que les responsabilités individuelles sont plus du ressort de la CPI, Cour pénale internationale. Vous interrogez les angles morts des institutions judiciaires et les contradictions d'un droit qui se prétend universel. Je ne sais pas si ces présentations sont complètes, si vous voulez apporter un éventuel complément. C'est l'occasion. Oui, le droit, j'ai pas mal travaillé sur le droit pénal international, mais je pense que la réflexion doit s'inscrire justement dans le cadre global du droit international général et aussi des rapports internationaux, bien sûr. Donc j'essaye de ne pas l'examiner, tout en maîtrisant, j'espère, la technique, de ne pas l'examiner de manière trop pointue en faisant abstraction de son environnement. Tout à fait. En inscrivant dans un contexte, notamment politique, plus général. Madame Chemillé-Gendreau. Oui, alors moi, par rapport à ce que vous venez de dire, je voudrais ajouter ceci. C'est vrai qu'on assiste, et maintenant les débats publics, ils font référence sans cesse à ce qui apparaît comme un effondrement du droit international. Mais ce que le grand public ignore, c'est que ce droit international avait à l'origine, vous avez fait allusion au droit qu'on a mis en place après la Seconde Guerre mondiale, mais à l'origine, il y avait des faiblesses dont on voit aujourd'hui le résultat. Alors si je peux prendre quelques minutes pour expliquer ça. On a essayé en 1945, on sortait de 2 guerres mondiales, il y avait eu l'échec de la Société des Nations qui, après la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles, voulait commencer à mettre au point des garanties de paix. Échec avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Et là, avec les Nations Unies, on prétend améliorer le premier brouillon qu'avait été la Société des Nations. Mais les grandes puissances sont toujours insincères dans leur soi-disant volonté de vertu internationale. Et les grandes puissances qui étaient à la manœuvre au moment de la création des Nations Unies, c'est-à-dire essentiellement les 3 qui étaient à Yalta, les États-Unis, l'Union soviétique, l'Angleterre, alors la France aussi, ils n'étaient pas à Yalta et De Gaulle en était furieux, mais on était dans le même panier, si j'ose m'exprimer ainsi. En créant les Nations Unies, ils se sont dotés de garanties de puissance et de domination pour ne pas perdre la main sur ce qu'était leur domination depuis les conquêtes coloniales, le 19e siècle, la supériorité de l'Europe et de l'Occident, etc. Et techniquement, les 2 faiblesses de ce droit international dont on paye aujourd'hui le prix, c'était d'une part ce fameux Conseil de sécurité totalement inégalitaire, qui est un organe aristocratique et pas du tout démocratique. Aristocratique, le mot est parfaitement juste, parce qu'une aristocratie, c'est un ensemble de personnes qui n'ont de compte à rendre à personne et qui sont héréditaires, qui ont le pouvoir en permanence, sans aucune limite dans le temps, puisqu'il est héréditaire. Là, les membres permanents du Conseil de sécurité, c'est véritablement un pouvoir aristocratique, puisqu'ils sont permanents jusqu'à la fin des Nations Unies, et il n'y aura pas de révision des Nations Unies sur ce point, puisque par les articles 108 et 109 de la Charte, toute révision nécessite l'accord unanime des 5 membres permanents. Donc, ils sont sûrs de la durée de leur pouvoir,
est de son côté absolument inattaquable. Ça, c'est la première faiblesse, qui est évidemment une atteinte totale au principe mis aussi dans la charte. On met dans la charte des contradictions insolubles, parce qu'on met l'égalité des États et l'égalité des peuples, qui est encore autre chose. Ça, c'est la première faiblesse. Mais la deuxième faiblesse, c'est d'avoir mis dans la charte comme un principe cardinal, et les États n'ont pas manqué d'appuyer là-dessus, et même la Cour internationale de justice, les juridictions ont confirmé ce point, les États sont souverains. Alors qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est un concept extrêmement ambigu. Parce que, moi je fais partie, vu mon âge et la génération à laquelle j'ai appartenu, de ceux qui ont sauté de joie quand nous avons appris que les peuples qui n'avaient pas la souveraineté arrivaient enfin à l'acquérir. Mais en même temps, je n'étais pas dupe à l'époque. Je savais bien que la souveraineté était un concept ambigu. Et c'est un concept ambigu parce que si vous regardez la définition, c'est un pouvoir inconditionnel, c'est un pouvoir originaire. C'est-à-dire que c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Et dès lors que vous sacralisez la souveraineté, vous ne laissez pas d'espace au droit international, puisque le droit international devrait être supérieur aux États. Or, en réalité, il n'y a de droit international que ce droit international que chaque État accepte dans sa souveraineté, c'est-à-dire par des traités. Et nous avons donc un droit qui est essentiellement contractuel. Alors il y a quelques bémols, on pourra y revenir, mais un droit contractuel sans droit, je dirais législatif, entre guillemets, au-dessus. Dans une société interne, les gens peuvent contracter selon leur volonté. Ils passent des contrats entre eux, mais ces contrats sont soumis au principe de l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux, valables pour tous, qui sont supérieurs à ces contrats que les gens passent entre eux. Et si ces contrats sont contraires à un principe de l'égalité, ils sont annulés. En droit international, le droit fonctionne par traités. Les traités sont des contrats entre États, passés entre États souverains. Ils peuvent y faire des réserves. Ils peuvent s'en rétracter une fois qu'ils les ont passés. Et le résultat est que vous avez un droit international à la carte, qui n'est pas universel et qui n'est pas coiffé par un droit supérieur. Alors, il y a, je pense que Raphaël va me compléter là-dessus, il y a des essais, des pistes pour essayer d'améliorer le droit international dans cette construction bancale. C'est d'abord la force de la coutume internationale qu'on a beaucoup théorisée et que les juridictions internationales appliquent. Et puis, c'est une catégorie très timide qui émerge, mais qui est encore embryonnaire, qu'on appelle le droit impératif général, avec l'expression latine ius cogens, qui serait un corps de règles supérieures, justement, et indérogeables. Mais c'est encore très faible. Et dernier point, pour finir ce tableau de la faiblesse du droit international, ce principe de souveraineté des États a une conséquence sur le plan juridictionnel qui est désastreuse, c'est que la compétence des juridictions internationales est facultative, elle n'est pas obligatoire. Oui. C'est-à-dire que la Cour internationale de justice, celle de La Haye, celle qui a été créée avec les Nations Unies, n'est compétente que si les États qui se présentent devant elle ont l'un et l'autre accepté sa compétence. Si ce n'est pas le cas de l'un des deux, la Cour se déclare incompétente. Donc là, vous avez une faiblesse considérable. Pour la Cour pénale internationale, là aussi Raphaël y reviendra, c'est un peu différent. Il faut que, pour qu'elle soit compétente, qu'elle soit devant une situation d'États, de personnes relevant d'États qui ont reconnu sa compétence. Alors voilà, donc il faut défendre le peu que produit le droit international, mais il faut être conscient de ses faiblesses structurelles. Et je pense qu'il revient à la jeune génération de s'instruire de cela. Il faut penser à la fois, c'est très difficile, mais en même temps c'est intéressant, il faut penser à la fois, appliquons ce qu'on peut avec ce droit imparfait, mais sachant qu'il faut se battre pour passer à un autre droit international différent pour le monde de demain, parce que c'est urgent. Je pense que le tableau est posé, effectivement, je pense qu'on a commencé à toucher du doigt l'essentiel des sujets qui vont, on va dire des points qui font la faiblesse du droit international aujourd'hui. Ça me paraissait important qu'on puisse avoir une discussion aujourd'hui qui parte de la situation actuelle, qui est celle du génocide en cours à Gaza, et accessoirement de l'agression qui a été perpétrée par Israël contre l'Iran donc le 13 juin dernier, qui semble engager une espèce d'engrenage dont on ne sait pas très bien comment on va sortir, en tout cas comment on va sortir diplomatiquement. L'impression qu'on a, c'est qu'on va vers la destruction généralisée. Dans ce contexte-là,
vu la situation et les rapports de force, et surtout compte tenu aussi des personnalités auxquelles on a affaire, en l'occurrence le président des États-Unis, Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a priori est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au regard de la manière dont le temps semble s'accélérer avec cette offensive, et puis Netanyahou qui joue son va-tout, se pose quand même cette question, je pense surtout du temps en fait. Parce que là aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux à véritablement s'inquiéter de la possible destruction pure et simple de la population de Gaza, et de destruction irréversible en Iran également. Est-ce que on n'est pas dans une situation aujourd'hui où le temps que ça va nous prendre de réussir justement à se saisir de ces outils du droit international et à les faire et à les rendre, j'allais dire, performatifs, est-ce qu'on ne sera pas tous morts? En fait, c'est ça la question que je voulais vous poser. Est-ce que je peux juste revenir un instant Bien sûr. sur un peu cet aspect historique, parce que je voudrais insister, je pense que c'est important aussi pour votre public, sur quand même une spécificité de cette évolution du droit international qui, comme Monique l'a rappelé, était quand même ambiguë en 1945. Et une des raisons pour lesquelles il ne faut pas abandonner, à mon avis, le droit international, c'est que les États qui ont accédé à l'indépendance en raison des luttes de décolonisation on construit un corpus, un ensemble de normes aux Nations Unies par le moyen de l'Assemblée générale. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est un droit qui est quand même issu de lutte. Et je crois que ce serait dommage de l'abandonner, d'autant plus qu'il a été considéré précisément, comme le disait Monique, la Cour internationale de justice, dans son avis du 19 juillet 2024, pour lequel Monique a plaidé, eh bien, considère que ça fait partie, c'est un droit impératif. Donc c'est un des droits, le droit des peuples, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, auquel on ne peut pas déroger par traité. En principe. Alors, c'est probablement pas ce qui sera fait, mais enfin, il faut le garder à l'esprit pour évaluer la pertinence juridique des solutions qui pourraient être apportées en termes contractuels, si vous voulez. Donc, il est revenu en force, je dirais, du point de vue de ce qui a été dit pendant l'année 2024, ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est un peu comme le droit social, si vous voulez. Faut pas l'abandonner parce qu'il est issu des luttes, même s'il se dégrade. Eh bien, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on doit continuer à y insister et peut-être trouver de nouveaux sens. C'est-à-dire, pour les peuples qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, eh bien, il y a toute une série de mesures qui doivent être prises et ils doivent être soutenus. Mais peut-être aussi pour les peuples qui sont indépendants, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être remobilisé dans d'autres sens, par exemple pour lutter contre d'autres formes de... Alors ça, c'est spéculatif, mais pour lutter contre d'autres formes d'oppression, l'oppression économique, la dette, vous voyez, des choses comme ça. Il faut peut-être étendre cette notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les peuples qui ont accédé à l'indépendance pour se libérer de nouvelles formes d'impérialisme. Ça c'est un outil, ça c'est pas encore utilisé comme ça, mais ça pourrait être une piste justement de remobilisation de ce droit qui a été vraiment au cœur de l'actualité judiciaire de l'année 2024 avec le grand avis de la Cour sur l'occupation du territoire palestinien qui a été considéré comme parfaitement illicite, précisément parce qu'il viole le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Sur l'actualité, c'est évidemment catastrophique. À la fois à Gaza, on est extrêmement inquiet, plus qu'inquiet, je dirais, depuis 20 mois maintenant, c'est vraiment insupportable. Donc sur ce point, moi, j'essaye d'avancer un petit peu des idées, parce que le cessez-le-feu, les sanctions économiques, il faut aller plus loin, c'est totalement insuffisant. À mon avis, il faut demander une intervention d'humanité, il faut exiger de l'Assemblée générale qu'elle aille beaucoup plus loin pour déjà forcer le passage de l'aide humanitaire. C'est un peu utopique vu la situation, mais néanmoins, si on ne porte pas ce discours, il n'a aucune chance d'aboutir, en fait, de se réaliser. Parce qu'il y a une différence en droit international entre les normes qui sont quand même globalement satisfaisantes et leur application, en raison notamment de la composition du Conseil de sécurité. Ensuite, sur l'attaque contre l'Iran, là, je dirais, à part le fait que, évidemment, c'est, à mon avis, clairement une violation patente de la Charte des Nations Unies, vous avez tout cet appareil de propagande qui avait un peu baissé la garde, je dirais, qui est revenu en force pour nous dire qu'Israël a le droit de se défendre, la légitime défense d'Israël. Donc les gouvernements occidentaux sont globalement sur cette ligne.
Et je dirais que c'est vraiment, bon, c'est pas forcément très surprenant, c'est la propagande de guerre, mais je dirais que moi, je trouve que c'est vraiment épuisant, puisque on pensait avoir quand même fait quelques avancées du point de vue du discours, et là, on est complètement en régression avec, je dirais, des discours qui sont, pour moi, je dirais, du pur mensonge du point de vue juridique. Israël n'est pas en légitime défense. C'est clair, il attaque. Hein. Donc, mais, alors là, on voit une division du monde vraiment frappante. Hein. Les pays occidentaux, bon, évidemment les États-Unis, les pays occidentaux, sauf quelques-uns, peut-être l'Espagne, qui est un peu plus, ou l'Irlande. Et donc, vous avez vraiment un hiatus, enfin, une séparation majeure entre les pays occidentaux qui sont sur un discours qui ne correspond pas du tout à la charte et qui s'apprêtent peut-être à exercer une légitime défense collective avec Israël, s'ils ne le font pas déjà, et puis les États du Sud, qui sont quand même sur une autre ligne. Et là, je pense dans cette évolution du monde qu'il faut prendre en compte, on risque d'avoir des basculements peut-être à la fois tragiques et intéressants. Oui. Alors justement, concernant cela, on a l'impression que d'une part, il y a une volonté de grande puissance de se défaire du droit international même. Il y a un risque majeur, je veux dire, de ce point de vue, parce que c'est vrai qu'on entend souvent des voix dire, mais alors finalement, le droit international autour de nous ne sert à rien, etc. Et ce que j'ai personnellement l'habitude de répondre, c'est que justement, c'est précisément peut-être ce que les grandes puissances veulent, qu'il y ait une sorte de désespoir général, et que finalement tout le monde... alors qu'au contraire, il faudrait agir, c'est mon opinion, pour renforcer ce droit. Alors quels sont les moyens qui existent pour ces peuples, de renforcer ce droit international et de ne pas, disons, de contrer ce sentiment de désespoir. D'une part, le droit ne peut rien, et d'autre part, cette notion qui pour moi est essentielle, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui pourtant a été complètement galvaudé au cœur de cette question de Palestine, même à l'origine. Ce principe qui aurait dû être mis en application dès la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été mis en application dans le cas de... Alors voilà, c'est un petit peu les... Dans un horizon de temps raisonnable, c'est-à-dire avant la destruction de l'humanité tout entière. Oui. Non, je voudrais revenir au cas de Gaza. C'est vrai que c'est tout à fait désespérant et que nous sommes tous écrasés, d'abord de souffrance partagée avec ce qu'endure ce peuple, et puis d'angoisse devant le peu de solutions qu'on entrevoit. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste un chemin très étroit qui est celui des opinions publiques et de leur courage. Et il faut du courage, puisque aujourd'hui, les opinions publiques sont réprimées dans la plupart des pays occidentaux, sauf ceux que tu as cités, l'Espagne, l'Irlande, qui sont des pays un peu plus ouverts à la validité des positions juridiques. Mais en France, par exemple, c'est incroyable de voir comment les étudiants ont été réprimés pour dire des choses qui sont basées sur le respect du droit international. Il y a une petite chose qui pourrait, dans le débat, faire un peu basculer le rapport de force et coincer peut-être nos chers représentants gouvernementaux, c'est de piéger la France par ses propres positions. Parce que, je voudrais rappeler quelque chose. La CIJ, alors vous avez rappelé l'affaire du génocide, là, il faut faire comprendre aux auditeurs, parce que ça n'est pas très facile à comprendre, que la CIJ n'est donc compétente que quand deux États acceptent d'y aller. Pourquoi elle a pu être saisie par l'Afrique du Sud contre Israël et ensuite par le Nicaragua contre l'Allemagne dans l'affaire d'un supposé génocide à Gaza? Parce qu'il y a une convention internationale sur le génocide de 1948 dans laquelle il y a une clause de juridiction obligatoire de la Cour. Sauf si les États ont fait des réserves, et par exemple les États-Unis ont fait une réserve là-dessus. Donc on ne peut pas attaquer les États-Unis de ce point de vue. Mais Israël n'avait pas fait de réserve, l'Allemagne non plus. Le Nicaragua et l'Afrique du Sud et le Nicaragua ont donc fait ces procédures qui vont mettre beaucoup de temps pour aboutir. C'est long, ça sera limité à la question du génocide, ça ne parlera pas de toute l'affaire de la Palestine, etc. Donc, que font les peuples en lutte qui voudraient faire dire le droit? Ils passent par des demandes d'avis consultatifs à la Cour. C'est un ersatz, un moyen détourné, un biais, pour obtenir que le droit soit dit. Il faut une recommandation votée par l'Assemblée générale des Nations unies, et là c'est évidemment plus facile parce que y a beaucoup de peuples qui sont solidaires, beaucoup d'États qui sont solidaires de la Palestine, et ça fait 3 fois
que la Palestine passe par ce biais pour obtenir une demande d'avis consultatif. 2004, elle a fait demander à la Cour si le mur construit par Israël était légal ou illégal. La Cour a répondu très clairement, le mur est illégal. Et elle est même allée assez loin, parce qu'elle aurait pu s'arrêter là. Elle a dit qu'il est illégal parce qu'il viole le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Donc déjà en 2004, elle pose ce principe que Raphaël rappelait à l'instant, du droit fondamental du peuple palestinien. 2024, la Cour est interrogée en général sur les politiques et les pratiques d'Israël dans les territoires occupés. La Cour répond par un avis retentissant dans lequel elle dit « l'occupation est illégale », parce qu'en droit international, on prenait l'occupation comme un fait et on s'occupait de savoir si les moyens de l'occupation étaient légaux ou illégaux. Mais on ne s'occupait pas de savoir si l'occupation en elle-même était légale ou illégale. Et là, la Cour va beaucoup plus loin, donc. Elle dit qu'évidemment, les moyens d'occupation sont illégaux, mais que l'occupation en elle-même, par sa durée, est illégale et qu'elle est une forme d'annexion en cours. Donc cet avis est essentiel, d'autant qu'il a été repris par une résolution du mois de septembre 2024 de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis là, dernièrement, nous n'avons pas encore l'avis, mais la Cour a à nouveau été saisie de savoir si Israël, en fermant les bureaux de l'UNRWA, n'était pas en contradiction avec le droit international. Alors, on passe par ces biais parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Mais au moins, le droit est dit. Moi, je voudrais rappeler pour nos auditeurs que dans ces procédures consultatives devant la Cour, quand le greffier de la Cour est saisi de la demande qui vient de l'Assemblée générale, la procédure qui est prévue par le statut de la Cour, c'est que comme c'est une question d'intérêt général, le greffier de la Cour prévient tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui peuvent se prononcer par des observations écrites, déposées dans un certain délai qui est fixé par la Cour, et ensuite par des observations orales, des plaidoiries qui ont lieu devant elle. La France, notamment dans l'avis demandé en 2024 sur les politiques et pratiques d'Israël en Palestine, la France a rendu un document écrit qui est très correct du point de vue juridique, où elle dit de manière très claire les illégalités commises par Israël dans ses politiques et ses pratiques. De même a-t-elle fait pour la demande de fermeture des bureaux la fermeture des bureaux de l'UNRWA par Israël. Dans la dernière procédure, là, elle a également déposé un document qui est parfaitement correct juridiquement. Je trouve que dans les débats publics, toutes les organisations, tous les citoyens qui se battent et qui sont réprimés, et les avocats qui plaident pour eux ensuite dans des procédures devant les tribunaux internes, devrait ressortir. Il est public, ce document. Il n'y a qu'à aller sur le site de la Cour, on le trouve. Il fait une trentaine de pages, je crois me souvenir. Et il résume la position française. Donc il suffit de dire, mais nous ne demandons que ça. Nous ne demandons que ça, que vous, la France, avez donné comme valable devant la Cour internationale. C'est un petit moyen, vous voyez, mais c'est un moyen, si on l'employait davantage, si c'était vraiment, si ça explosait dans l'espace public, le gouvernement français, les magistrats français, les ministres français qui prennent la parole, devant ce rappel de ce qu'a été la position de la France, seraient peut-être un peu obligés de... Oui, parce qu'on a l'impression que la France, aujourd'hui, n'applique même pas ses recommandations, sa pratique. Oui. Alors elle est dans le double discours, parce que devant la Cour, où là, il fallait parler juridiquement, elle ne pouvait pas se ridiculiser, et la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay a fait un document, alors... on peut mettre quelques bémols, moi je n'étais pas d'accord sur un ou deux petits points, mais enfin en gros, la ligne était qu'Israël était dans l'illégalité. Et d'ailleurs, justement, vous avez plaidé devant la Cour Oui, dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là. Mmh. Oui. Revenons sur la question du génocide et sur peut-être les poursuites aussi. Oui, je voulais juste dire que c'est vrai que sur cette défense du droit international, je pense que ça reste utile, notamment par exemple pour les militants. Pour se mobiliser, parce qu'on a quand même des normes internationales qui ont été portées, comme Monique vient de le rappeler, dans certains cas par la France. C'est beaucoup plus quand même facile, à mon avis, c'est moins dangereux de se mobiliser parce qu'on a le soutien de ces normes. Si on ne les avait pas, ça serait vraiment une contestation plus complexe. Et c'est vrai que là, on est en présence quand même du retour d'un discours, je dirais, directement colonial. Quand vous entendez Trump, la Riviera, on va prendre aussi une partie... Enfin, on va tout prendre. Hein. Au moins, c'est clair.
hein, c'est clair. Et puis vous avez quand même, pour les États occidentaux, l'idée c'est plutôt, ils cherchent un petit peu à modifier le droit. Hein. Par exemple, quand on dit Israël est en légitime défense, on s'appuie sur des théories occidentales, d'ailleurs qui peuvent être construites par des juristes, de légitime défense préventive ou préemptive. Hein. Donc on cherche à modifier la charte en soutenant de nouvelles interprétations de la légitime défense. Ça, il faut se battre contre ça aussi, parce que c'est pas l'opinion majeure. Pour changer le droit, il faudrait que tous les États soient d'accord. Et là, c'est un discours occidental, donc il faut vraiment lutter contre ce discours. Même chose pour la Convention génocide, vous avez un certain discours occidental qui dit oui mais la Convention finalement la définition est trop large, il faudrait revenir à ce qu'est vraiment le génocide, c'est-à-dire les figures de la destruction des Arméniens, des Juifs et des Tutsis, il ne faut pas étendre à autre chose, vous voyez, donc il y a quand même des offensives soit très très directes, comme Donald Trump, là c'est clair, soit des offensives par le moyen d'interprétation des normes pour les transformer. Donc ça, il faut en être conscient, essayer de s'y opposer. Mais je pense que il faut aussi, et ça c'est plus délicat, face à ces situations, repenser le statut de la lutte de combattante, des formes de résistance. Et ça c'est quelque chose qui est complètement tabou en France, évidemment. Mais ça c'est aussi important de revenir à ce qu'éventuellement dit le droit international. Par exemple, sur la réaction légitime de l'Iran. L'Iran a tout à fait le droit de réagir en légitime défense. On peut interroger, mais ça, on ne peut pas le faire, c'est tabou, mais on peut réfléchir au positionnement, par exemple, des houthistes, et puis aussi aux groupes armés palestiniens, qui sont donc criminalisés. Et ça n'aide pas non plus aux solutions politiques qui pourraient émerger. Moi, je voudrais ajouter un point, parce que Monique a parfaitement décrit le rôle important de l'Assemblée générale. Je trouve quand même qu'elle a fait beaucoup là, cette année pour que le droit soit dit. Mais par contre, je trouve dans ces dernières résolutions, elle pourrait aller plus loin, à mon avis, même si la situation géopolitique va faire que mes propos sont un peu utopistes. Mais on a quand même un système où c'est normalement le Conseil de sécurité qui aurait dû agir sur Gaza. S'il n'avait pas été bloqué, on aurait eu tout de suite un cessez-le-feu, des sanctions, voilà, par le veto américain, et au début aussi le veto français et du Royaume-Uni, qui ensuite se sont atténués. Mais normalement, on aurait dû avoir immédiatement, je dirais, un cessez-le-feu, un embargo sur les armes, des sanctions économiques, voire une opération de maintien de la paix avec des forces... Avec autorisation d'emploi de la force, chapitre 7, et toute une interdiction de survol aérien, hein, parce que c'est bien facile d'exterminer la population de Gaza quand il n'y a pas de moyens de défense anti-aérien. C'est vraiment très simple, hein, le bombardement et puis l'encerclement. C'est vraiment une guerre, je dirais, complètement lâche. Enfin bref, donc on aurait pu avoir tout ça, mais le Conseil de sécurité étant bloqué, on a quand même des moyens de faire en sorte que l'Assemblée générale prenne une forme de relais. Alors bien sûr, on a l'exemple de Suez. Vous savez, au moment de la crise de Suez, le Conseil était bloqué. L'Assemblée générale a notamment décidé de la première opération de maintien de la paix. Alors évidemment, le contexte était beaucoup plus favorable d'un point de vue de la puissance, puisque les États-Unis et l'URSS étaient d'accord pour cela. Là, on n'a pas du tout le même genre de rapport de force. Mais néanmoins, je pense que, ne serait-ce que c'est ce que a dit Francesca Albanese, et assez rapidement, parce que il y a aussi ce en quoi l'ONU a été utile cette année, c'est par le moyen de ces experts indépendants. Je voudrais quand même leur rendre hommage, parce que les experts indépendants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Francesca Albanese et d'autres, la commission d'enquête indépendante, voilà, ce sont des experts indépendants qui ont été moteurs, je dirais, dans la nomination de ce qui se passait à Gaza. Donc elle a dit à plusieurs reprises, Francesca Albanese, il faut penser à envoyer en territoire palestinien une force de protection. Ça peut être fait juridiquement, ça se plaide par l'Assemblée générale, et une force de protection qui aurait des moyens militaires. Ça a été fait par exemple pour l'ex-Yougoslavie. La FORPRONU avait des moyens militaires pour protéger les zones de sécurité, faire passer l'aide humanitaire. Donc là, je dirais, si on veut que le peuple de Gaza ne meure pas dans les 3 semaines, parce que les gens sont vraiment affaiblis, ils sont anémiés, ils continuent d'être ciblés lors de la distribution de la soi-disant aide organisée par les mercenaires israélo-américains. Enfin, c'est une situation, mais... Donc si on veut que les gens ne meurent pas d'ici la fin de l'été, il faudrait quand même que les États majoritaires à l'Assemblée générale proposent une opération de maintien de la paix avec des moyens, ne serait-ce que pour faire entrer de force l'aide humanitaire. Alors c'est peut-être un peu irréaliste,
Mais c'est quand même une stratégie qui devrait être pensée, je crois, avec peut-être même la proposition d'une zone d'exclusion aérienne. Bien sûr, une zone d'exclusion aérienne, il faut qu'elle soit mise en œuvre militairement. Ça sera sans doute pas le cas, mais pourquoi pas, après tout, vu la manière dont la situation évolue, c'est peut-être pas impossible. Donc je dirais qu'il faut aller plus loin que cesser le feu, mesures économiques, parce que mesures économiques, ça aura un effet quand ? Oui. Je veux dire, dans 3 ans, dans 2 ans. Donc là, je pense qu'il faut aller plus loin. L'Assemblée générale doit aller plus loin, doit invoquer le génocide. C'est pas très présent dans ces résolutions, le génocide. J'ai pas vu beaucoup le génocide, le risque de génocide dans les résolutions de l'Assemblée générale. Donc je pense que les États ne font pas assez à l'Assemblée générale, à l'heure actuelle, vu la situation à Gaza. Voilà ce que je... Est-ce que les États pourraient justement, de ce point de vue, intervenir, puisqu'on a toujours ce phénomène de blocage au Conseil de sécurité? Oui, alors on a le blocage au Conseil de sécurité. Raphaël Maison vient de rappeler très justement qu'on ne l'a pas à l'Assemblée générale et qu'on est quand même désolé, moi je ne suis pas vraiment surprise, de la faiblesse de ce que propose l'Assemblée générale. Je voudrais revenir là-dessus et je voudrais revenir sur la question de la domination coloniale. C'est vrai que la question palestinienne, par les mots employés par Israël lui-même, puisqu'il parle de settlement, les colonies de peuplement, donc il s'avoue être un État colonisateur, sans aucune pudeur. Ce n'est pas le même colonialisme que celui contre lequel nous avons lutté dans les années 60 pour obtenir l'indépendance des pays qui étaient sous la conquête coloniale des pays occidentaux. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper d'analyse parce que du coup on affaiblit le combat. Des dominations de type colonial, comme l'était celle de la conquête européenne, il n'y en a plus, mais ces formes de domination ont été remplacées par d'autres formes de domination. Et ce qui est terrible et qui fait le point sur lequel tu as insisté de cette faiblesse de l'Assemblée générale, c'est que les gouvernements, je ne parle pas des peuples, mais les gouvernements des États dits du tiers-monde, qui aujourd'hui sont des États décolonisés, souverains, qui font partie des BRICS, qui s'organisent, etc., qui ont un langage anti-occidental comme ça au premier degré, ils sont pris dans les raies, je dirais les filets du capitalisme mondial actuel, et à ce titre, ils sont complices de l'Occident. Je vais prendre un exemple très simple, le cas des pays arabes. Quand vous voyez l'attitude des pays arabes par rapport à la Palestine, elle est emblématique de ce que je viens de dire. Dès l'origine d'ailleurs, au moment du partage, oui, c'est vrai que les États arabes ont déclenché, c'est eux qui ont déclenché la guerre de 48-49 qui s'est retournée contre eux, avec par Israël la conquête d'un tiers du territoire dévolu à la Palestine, qui était amputé de l'autre moitié de son territoire. Rappelons tout ça. Mais depuis, c'est vrai que l'Égypte et la Jordanie, pour des raisons qu'on peut comprendre, ont fini par lâcher ce qui avait été le principe au moment de la création d'Israël, c'est que les États arabes étaient solidaires de la Palestine et ne reconnaîtraient Israël que s'il y avait la paix avec la Palestine. L'Égypte craque, la Jordanie craque, ces deux États ont des frontières communes avec Israël, c'était difficile pour eux de tenir, autrement, on va dire qu'on peut les comprendre. Les autres pays arabes, vous le voyez bien avec les accords d'Abraham, les autres pays arabes ont tous pris la route d'une reconnaissance d'Israël sans le préalable de la paix avec la Palestine. Les Bahreïn et les Émirats arabes unis sont passés à l'acte, le Maroc est passé à l'acte, le Soudan, et vous savez bien que l'Arabie saoudite était sur le bord, et que bon, les événements l'en ont empêché, mais qu'elle attend avec impatience que le moment soit venu de recommencer. Or, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que nous disons et nous répétons, mais pourquoi les États occidentaux ne prennent pas de sanctions? Alors on comprend bien que les États-Unis ne vont pas prendre de sanctions, Israël est leur fidèle allié, au contraire ils le défendent, et quand ils font l'énormité d'attaquer l'Iran, Trump les suit contre sa propre politique et ses propres engagements électoraux. Donc laissons de côté les États-Unis, il n'y a rien à faire. L'Europe, c'est beaucoup plus étonnant quand même, parce qu'elle prétend avoir des valeurs différentes, oui. Elle prétend de manière très timide, il faut bien le dire,
mais elle prétend quand même, face à Trump qui nie le droit international, qui ne veut plus de tribunaux et de droits de l'homme, etc., l'Europe continue de dire qu'elle est là-dessus, qu'elle défend tout ça. C'est très ambigu, puisqu'il y a même à l'intérieur des pays européens des pays qui ne veulent plus de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Enfin, tout ça est très fragile. Donc l'Europe n'est pas claire, et pour l'instant, elle n'est pas passée aux sanctions, alors qu'elle a, avec l'accord d'association qu'elle a passé avec Israël, qui est un des accords d'association avec des pays non membres parmi les plus avantageux. Israël est pratiquement, du point de vue des avantages commerciaux, des avantages de coopération intellectuelle, etc., Israël est pratiquement au niveau d'un État membre. Article 2 de cet accord d'association, il est conditionné au respect par l'État en question des droits de l'homme. Donc, alors, il y a une petite procédure qui a commencé. L'Union européenne s'est saisie de la question pour l'examiner. Mais nous savons qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des États qui sont contre et qui ne veulent pas appliquer de sanctions contre Israël. Ça sera très difficile à obtenir. Je ne veux pas insulter l'avenir, peut-être qu'on y viendra, mais je n'en suis pas sûr. Mais les pays arabes, ils couperaient le robinet du pétrole à Israël. Ça serait pas long, hein. Ça serait pas long. L'affaiblissement d'Israël serait immédiat. Ils ont la clé entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Donc voilà, il faut poser ces questions-là. Alors la rue arabe, elle est déchaînée pour la Palestine, et elle a bien raison. Donc les gouvernements sont un peu prudents, ils ont un discours pro-palestinien comme ça, extrêmement timide, et ils ne passent pas à l'acte. Ouais. Voilà, donc il faut reprendre nos analyses dans le cadre des formes modernes de domination. Tous ces pays décolonisés ont acquis leur souveraineté, mais pour se jeter dans les bras du capitalisme moderne et dans la course à des avantages illusoires. C'est aussi quand même le facteur de la disparition de l'Union soviétique joue un rôle important aussi. Bien sûr, bien sûr, tu as raison, oui. Je voulais justement rebondir là-dessus. On a abondamment discuté du Conseil de sécurité qui est composé de 5 membres permanents. Il y a 15 membres en tout, dont 5 membres permanents. On a parlé des pays occidentaux, mais il y a aussi la Russie et la Chine, qui constituent aussi des puissances de tout premier ordre aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue militaire ou économique. Est-ce que, compte tenu de ce que vous venez de présenter sur l'impasse dans laquelle se sont enfoncés les pays arabes, et de l'engagement plutôt franc des pays occidentaux en soutien à Israël, est-ce qu'on peut imaginer demain, je pense notamment aux prises de position de Lula, en visite encore à Paris il y a quelques jours, qui n'hésite pas à parler de génocide, je pense aux Chinois, je pense aux Russes, est-ce que vous pensez que un des facteurs pour que demain on puisse avoir un droit international qui soit, on va dire, un peu plus respecté, ce soit la multipolarisation à laquelle on est en train d'assister avec l'émergence de puissances qui sont en train de contester la suprématie américaine et occidentale de manière générale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait nous amener dans la bonne direction ? Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas spécialiste à ce point-là de géopolitique, donc je livre mes impressions que, contrairement aux États dont on vient de parler, la Russie et la Chine sont des États qui ont affiché des politiques vraiment souveraines. Maintenant, ils ont probablement d'autres ambitions que le respect nécessairement du droit international. Mais leur discours est beaucoup plus conforme, me semble-t-il, enfin de mon point de vue, au droit international, ainsi que le discours d'autres pays qui sont généralement considérés comme qui sont très stigmatisés. Donc moi, je me reconnais plus dans cette parole que dans la parole occidentale. C'est quand même un peu tragique. Est-ce que à l'avenir, les choses peuvent changer ? De toute façon, c'est cette évolution des rapports de force, puisque la Chine est devenue la première puissance commerciale mondiale, qui aura nécessairement un impact. Et bon, certains analystes globaux disent qu'on est en présence justement de formes de violence qui sont liées à des formes d'effondrement des empires, enfin de l'empire principal et de ses vassaux. Franchement, ça me dépasse un peu. Je n'ai pas les clés économiques, si vous voulez, pour en attester. Je n'ai pas les clés économiques. Mais bon, il y a des économistes qui disent cela parce que, effectivement, la puissance productrice américaine est en retrait par rapport à la puissance chinoise. Il montre aussi que la Russie s'est bien organisée dans le conflit russo-ukrainien pour
pour maintenir son pouvoir, ses forces productives, et elle ne s'est pas effondrée face aux sanctions européano-américaines. Donc on a comme ça des pouvoirs qui sont réels. Et moi je dirais que au début du conflit, de l'offensive d'octobre 2023 à Gaza, ce qu'ont fait ces deux États qui sont aussi membres permanents du Conseil de sécurité a quand même été assez utile, puisque au début, partiellement utile, puisque au début, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni cherchaient à faire adopter une résolution de type condamnation du Hamas comme groupe terroriste et légitime défense d'Israël, et donc association par une résolution du Conseil de sécurité à l'offensive contre Gaza. Donc ça, c'était le discours, vous vous souvenez, du président français, Daesh, il faut une coalition internationale. Bon, ça, ce projet de résolution américain n'a pas pu être adopté en raison des vétos chinois et russes. Voilà, Israël n'a pas pu être soutenu directement, en tout cas dans son offensive à Gaza. Donc ça, c'était un signe pas inintéressant de contre-pouvoir au Conseil de sécurité. Pour moi, c'est difficile de répondre sur la perspective globale, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir des analyses économiques assez avancées sur les systèmes impériaux, sur la puissance du capitalisme, son éventuel effondrement, pour vraiment pouvoir répondre. Mais on observe quand même un changement majeur dans les rapports de force avec un État, la Chine, qui n'est pas un État, qui est un État issu finalement d'une forme de décolonisation. Donc nécessairement, et d'ailleurs la Chine, devant la Cour internationale de justice, je crois que c'était la session où tu as plaidé, Monique, c'était, je crois, un des seuls États à rappeler qu'on ne pouvait pas assimiler mouvement de libération nationale et groupe terroriste, et que dans le droit des peuples, la lutte armée était possible dès lors que l'État colonial ou l'État opprimant le peuple qui doit pouvoir se libérer ne permet pas d'accès à l'émancipation, je dirais, pacifique. C'était le seul État à le rappeler, tout en disant, bien sûr, ça concerne des phénomènes, des situations coloniales, pas des situations internes où des minorités chercheraient à s'émanciper. Hein. Alors, justement, la question est claire. Le peuple palestinien a-t-il droit à la résistance, hein? C'est une question qui revient souvent, à tel point que Rima Hassan a eu des problèmes en disant bientôt il y aura un délit de respect du droit international. Hein. Donc, alors, la question est claire, elle est souvent posée. Hein, le peuple palestinien a-t-il droit à la résistance? Quel type de résistance? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Sur le papier, le peuple palestinien a le droit à la résistance, y compris armée. Raphaël vient de le rappeler. Il y a une résolution des Nations Unies qui est de 70, je crois, là-dessus. Mais les temps ont changé. Moi, j'ai vu passer entre l'enthousiasme que nous avions dans ma génération, quand on a vu s'affirmer ce droit des peuples, jusqu'à la légitimité de la lutte armée. Et puis qu'on a vu quelques années après les choses se retourner, et ceux qu'on appelait les combattants de la liberté devenir des terroristes, oui. On a vu le retournement idéologique. Alors, le droit sur le papier reste inscrit, c'est vrai, mais le retournement idéologique jusque dans l'opinion publique est tel que ce droit n'a plus de force, n'a plus de capacité de parole. Moi, je voudrais revenir sur un avenir éventuel à partir de pôles différents comme la Chine ou la Russie. Je suis quand même très sceptique. La Chine et la Russie ont montré, dans certaines circonstances très précises, leur mépris total du droit international. La Russie avec l'Ukraine, la démonstration est éblouissante. La Chine, vous savez comment elle gratte petit à petit la souveraineté dans la mer de Chine du Sud contre tous ses voisins, et comment elle prétend absolument contre le droit international que la mer de Chine du Sud serait une mer intérieure chinoise, qui est un concept particulier du droit de la mer, mais qui naturellement ne s'applique pas du tout à la mer de Chine du Sud. Moi, j'avais étudié la question, j'ai publié là-dessus il y a plusieurs années, j'avais longuement travaillé cette question. Les Vietnamiens, les empereurs de la Nam, ont un titre de souveraineté bien antérieur aux Chinois. Ils avaient créé des compagnies de navigation, ils exploitaient ces petites îles qui sont inhabitables. Mais il y avait une appropriation dans les termes de l'époque
qui était valable du point de vue des Vietnamiens à une époque où les Chinois ne savaient même pas où étaient ces îlots. Donc, et quand on sait ce qui se passe du côté de Taïwan, ce qui se prépare du côté de Taïwan, on peut douter du respect par la Chine du droit international. Ce qui se passe, c'est que la Chine est très habile. Parce qu'en dehors de ses propres voisins sur lesquels elle a une main de fer, et de ses minorités internes, les Ouïghours naturellement, en dehors de ça, c'est du soft power qu'elle déploie à partir du commerce, ce qu'elle a toujours fait, mais là maintenant ça a pris une ampleur considérable. Et elle s'est infiltrée dans les organes des Nations Unies de manière très habile, à tous les niveaux, des niveaux moyens, etc. Mais elle domine maintenant le système international, et je ne crois pas qu'on puisse lui faire confiance pour que ce système soit dominé dans le sens d'un retour à une vraie démocratie, une vraie égalité des peuples et des États. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse attendre quoi que ce soit des grandes puissances qui actuellement se partagent le monde et se battent pour avoir son hégémonie. Je suis persuadée, c'est vrai que à mon âge c'est bizarre de parler comme ça, mais je me projette encore dans l'avenir et je pense qu'il faut penser out of the box. Ah oui, donc les opinions publiques, Je pense que les Nations Unies sont condamnées à la mort. Oui. Le cœur du réacteur, le mécanisme de maintien de la paix est mort. Là, on en a la preuve avec l'Ukraine, Gaza, l'Iran. Il est mort. Il n'y a plus de mécanisme de maintien de la paix. Et il ne reviendra pas, parce que les 5 grandes puissances en question ne s'entendront plus jamais entre elles. Toute réforme est impossible. Alors, il faut évidemment faire le bilan de tout ce qui a été positif aux Nations Unies. Il y a eu d'énormes choses positives. Il y a eu d'abord l'Assemblée générale, Raphaël l'a rappelé, mais c'est important, même si par moments elle est un peu faible. Mais là, c'est un vrai forum démocratique de tous les États du monde. Mais ce sont les États, il y a beaucoup de peuples en dehors, donc c'est pas très satisfaisant quand même. Et il faudra une réforme de ce point de vue-là. Mais dans ce qui était positif, il y a toutes les agences des Nations Unies qui ont fait, en plusieurs décennies, un travail de solidarité que je trouve très important et qu'il faut absolument valoriser, souligner, parce que c'était le début de quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'humanité, qui est le début d'une communauté politique qui se pense comme solidaire entre tous ses membres. C'est la première fois dans l'humanité qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'au-delà des rivalités, au-delà des conflits internes, etc., tout d'un coup, il y a un principe de solidarité universelle, avec les programmes contre la faim, les programmes contre la pauvreté, les programmes pour les femmes, l'UNICEF, évidemment, les réfugiés, etc., l'UNRWA. Destruction de l'UNRWA, par exemple. Oui. Donc, si vous voulez, moi, je suis persuadée qu'il faut que les forces vives dans le monde entier s'unissent. Alors, c'est pas facile, mais enfin, il y a eu des choses. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce qu'on appelait le Forum social mondial était quelque chose de très, très actif, très dynamique. Il faut revitaliser ce genre d'instance, parce qu'il faut que les sociétés civiles du monde entier travaillent la main dans la main, même si c'est difficile, pour repenser une autre organisation du monde. Parce qu'on ne peut pas réformer celle-là, on n'y arrivera pas. Donc là, actuellement, on est dans un moment très très dangereux, on est devant le rapport de force, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de maintien de la paix. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Hein. Mais en plus, nous avons dans l'idéologie les formes actuelles de la domination. C'est la domination contre les immigrés dans le monde entier. Alors, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, c'est terrifiant, mais quand vous voyez M. Retailleau qui mobilise 4000 gendarmes pour faire de la chasse aux immigrés, on n'est pas très loin de ce que fait Donald Trump. Et puis le deuxième problème terrible, c'est les changements climatiques, avec ce que ça va vouloir dire pour des peuples entiers qui vont être obligés de quitter leur lieu de vie parce qu'ils seront inhabitables. Donc on est devant des problèmes majeurs pour l'avenir, pour la protection de l'humanité comme un corps politique solidaire. Et donc, il faut repenser, il faut se mettre au travail pour commencer à imaginer une nouvelle organisation, que moi j'aimerais appeler l'Organisation mondiale des peuples, en prenant ce qui a été bon dans les Nations Unies, en le réformant. Évidemment, il faudra un mécanisme de maintien de la paix, il ne faudra plus de membres permanents. Quand je pense que la seule chose dont on parle pour réformer les Nations Unies, on n'y arrivera pas, c'est d'augmenter le nombre de membres permanents. Oui. Donc l'aristocratie voudrait bien s'ouvrir un tout petit peu. Oui, on va ennoblir un ou deux
Hobro. Voilà, c'est pas ça la solution. Il ne faut pas augmenter le nombre de membres permanents. D'ailleurs, on n'y arrivera pas parce qu'ils ne seront jamais d'accord sur les noms des États qu'on ajouterait à la liste. Il faut supprimer les membres permanents, avoir un conseil démocratique. Et voilà, il faudra sans doute une deuxième chambre parce que l'Assemblée générale ne représente que des États. Et les États, ce n'est pas les forces forcément les plus importantes dans le monde. Qui représenterait les peuples. Directement les peuples ou la société civile, c'est difficile. Il y a beaucoup de projets en cours. Il y a des gens qui travaillent sur tout ça. C'est vrai qu'il y a là un projet difficile à mettre en œuvre, mais il faut commencer à le travailler. Oui, je voudrais juste peut-être prolonger, voir aussi si Monique serait d'accord avec moi. Moi, je pense que on n'est pas vraiment. J'ai l'impression, moi, que le maintien de la paix n'a en réalité jamais vraiment fonctionné, puisqu'il y a eu toute la période de la guerre froide, où de toute façon le Conseil était bloqué, le Conseil de sécurité. Ensuite, on a eu la période unipolaire avec les États-Unis, où là, oui, le Conseil de sécurité a fonctionné, mais finalement pour autoriser des interventions souvent un peu douteuses. Donc, bon, ça n'a jamais véritablement fonctionné. Donc, je relativiserais le constat actuel de quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'en fait, ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Mais je voulais revenir sur cette question de... Parce que moi, je trouve que c'est passionnant, ces projets, mais comme j'ai aucune imagination, j'arrive pas trop à me projeter. Je voudrais revenir sur la question de la lutte, parce que... pour voir quelle est la position, enfin, ce que pense Monique de ce sujet, parce que moi, je pense que cette question de la lutte armée d'un peuple opprimé n'a pas disparu dans l'opinion publique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a au contraire une compréhension, enfin, les gens se mettent à la place du peuple opprimé et se disent, mais qu'est-ce que je ferais moi? Eh bien, j'essaierais de résister. C'est presque complètement humain, je dirais. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression dans les mobilisations, dans alors, c'est difficile à tester, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché à lutter contre ce sentiment, je dirais, presque naturel, hein, de résistance à l'oppression, qui est d'ailleurs reconnu dans toute une série de textes constitutionnels, en créant cette figure de la guerre contre le terrorisme, qui a bien fonctionné, mais je trouve que depuis le 7 octobre, ça fonctionne quand même beaucoup moins bien, et l'émergence du thème du génocide a contribué à affaiblir ce discours sur la guerre contre... Déjà les faits eux-mêmes, la destruction de Gaza, je dirais l'extermination, on réduit la force de ce discours sur la guerre contre le terrorisme et l'émergence de la catégorie du génocide également. Donc moi je trouve que ce discours, toute cette théorie de la guerre contre le terrorisme qui a été avancée par les États-Unis dans les années 2000, elle est en recul parce que dans les opinions même occidentales, en un sens, hein, les gens ont compris qu'on n'était pas face à ce type de réaction légitime d'une guerre contre le terrorisme. Donc j'aurais pas tout à fait... Je pense que ce puissant thème est un peu en régression. Et... Alors, après, sur les projets, moi, je trouve que ce serait évidemment très bien d'avoir un parlement des peuples. Mais moi, je continue à croire un petit peu dans la souveraineté, mais dans une souveraineté réelle des États, c'est-à-dire une souveraineté basée sur l'expression du peuple de l'État et éventuellement qui pourrait s'émanciper des contraintes extérieures, des nouvelles formes de domination. Mais donc j'ai un peu de mal à réfléchir parce que j'ai aucune imagination en dehors du cadre étatique en fait, mais je suis tout à fait intéressée par d'autres projets. Mais je pense que je dirais les opinions, l'expression démocratique, les expressions se réalisent essentiellement dans le cadre des sociétés, je dirais nationales, étatiques, et c'est par ce moyen qu'on devrait pouvoir limiter le pouvoir de l'État en relations extérieures et éventuellement s'émanciper de toute une série de carcans. D'ailleurs,
On l'a bien vu que les peuples essayent de le faire dans le cadre, vous voyez, de la lutte contre le CETA dans le monde occidental. Et il faut aussi songer ces organisations internationales intermédiaires de type régional, je pense à l'Europe par exemple, enfin, une Union européenne qui est une sorte de carcan pour les peuples, pour les différents peuples européens, de mon point de vue. Donc moi, je réfléchirais, mais de manière beaucoup plus régressive que Monique, qui est beaucoup plus en pointe, sur la manière dont on peut restaurer une souveraineté basée sur les nécessités des différents peuples représentés en État. Parce que je ne vois pas trop comment on peut dépasser ce modèle. Mais voilà, c'est sans doute parce que je n'ai aucune imagination. Juste pour revenir sur les affaires courantes, est-ce qu'on peut avoir un petit peu rapide sur les deux grandes mesures que le public suit, hein, à savoir les poursuites pour la question du génocide, les poursuites précisément contre Netanyahou et puis un certain nombre de dirigeants israéliens, où ça en est exactement. Puis vous avez plaidé, madame, comment sur la question de l'occupation précisément. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces affaires en cours? Et le temps que ça prendra, parce qu'on a toujours... Alors, si on a le temps, j'aurais voulu revenir un peu sur ce qu'a dit. Bien sûr, bien sûr. Mais, peut-être que je commence par 2-3 mots, puis je vais revenir ensuite sur la CIJ. La déclaration, tu es tout à fait d'accord sur le droit de résistance, la déclaration française des droits de l'homme parle de droit de résistance à l'oppression. Donc, voilà. Ce qui s'est passé pour la Palestine était dans la lutte armée avec Arafat. Et c'était légitime, à l'époque, considéré comme toutes les luttes armées, comme la lutte du FLN algérien, comme la lutte des peuples sous colonisation portugaise, etc. Et on était dans la période où ces luttes étaient considérées comme légitimes et soutenues internationalement par toutes les forces progressistes. Et par le camp soviétique, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de monde bipolaire a créé une espèce de déséquilibre incroyable. Arafat a renoncé à la lutte armée. Voilà. C'est vrai que ça a été un tournant. Moi, je dois dire que je l'ai vécu de manière très angoissée. Parce que, bon, j'étais déjà très proche de tous les Palestiniens qui étaient des négociateurs. Je les voyais enthousiastes, je les voyais optimistes. Et quand je leur disais, mais attendez, regardez dans ce qu'il y a dans les accords d'Oslo, il n'y a pas grand-chose quand même. Non, mais c'est un premier pas. Il y aura une dynamique. Il n'y a pas eu de dynamique. Il n'y a pas eu de dynamique. On n'a absolument pas mis en place un embryon d'État. On a mis en place une entourloupe pour les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne. Et donc voilà. Et comme la roue idéologique a tourné, et que les combattants de la liberté, comme on les appelait à un moment, on les a appelés des terroristes, on en arrive à ce qui s'est passé à Gaza. C'est-à-dire qu'on refuse aux Palestiniens le droit à la résistance. Mais il faut ajouter, parce qu'il faut tout dire et je veux que les choses soient claires, que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est pas de la lutte armée. Si le Hamas n'avait attaqué que des positions militaires israéliennes, s'il n'avait pris en otage que des militaires israéliens, nous aurions pu dire c'est de la lutte armée et elle est légitime. Mais ça n'a pas été ça, malheureusement. Et donc, moi, je suis pour être absolument rigoureuse dans les appréciations et les choses. Il y a eu dans ces attaques du Hamas des choses qui sont des crimes de guerre et qui sont indéfendables. Parce que c'était l'attaque de civils, de gens qui... Voilà. Donc, il faut dire tout ça. Alors, pour en revenir à la réalité d'aujourd'hui judiciaire, les limites du droit sont considérables. Oui, il y a une affaire contre le génocide posée à la Cour internationale de justice. La Cour a pris des ordonnances absolument correctes, enfin même si on peut regretter qu'elle n'aille pas plus loin, ce qui était notre cas. Mais quand même, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Elle a dit qu'il y avait un risque de génocide, donc elle a qualifié la situation, comme elle pouvait le faire au niveau d'ordonnance dans une première étape judiciaire, et elle a ordonné des mesures. Israël n'en a absolument pas tenu compte, n'en a rien à faire. Et l'affaire sur le fond va venir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et puis c'est très difficile parce que la définition du génocide dans la Convention,
Nous avons participé, Raphaël et moi, à un colloque au Collège de France il y a quelques jours sur ce sujet. Ça a permis de faire un peu le tour de la question sur beaucoup d'aspects. La définition, elle est quand même limitée, mais elle est très limitée. Il y a cette question de l'intention qu'il faut démontrer. Et de toute façon, même si la Cour dit qu'il y a eu génocide, c'est une cour civile. Oui. Donc, elle dira l'État d'Israël est coupable de génocide. Israël dira, c'est une fois de plus une cour antisémite, c'est son seul argument. Et l'applicabilité de l'arrêt de la Cour posera problème, comme d'habitude. Après, alors là, je vais repasser la parole à Raphaël, parce qu'elle est beaucoup plus compétente que moi sur le droit pénal. Il y a les poursuites, qui pour l'instant sont quand même limitées, contre quelques personnages israéliens particulièrement impliqués dans les décisions scandaleuses, génocidaires, qui sont prises à l'encontre du peuple palestinien. Mais ce ne sont que 2 personnes. Ce qu'il y a, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très important, dans ces grands conflits, il y a la complicité de peuples entiers. Même si on attrape 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes parmi les responsables israéliens de ce qui se passe à Gaza, vous avez un peuple qui est complice. Vous avez des médias qui sont complices. Parce que des sondages en Israël qui sont absolument effrayants. Mais en plus, parce que c'est vrai qu'ils sont mal informés. Alors, ils sont mal informés, ils ne veulent pas s'informer, parce que quand même, ils sont branchés internationalement, et s'ils voulaient s'informer, ils s'informeraient. Puis ils ont beaucoup de connexions avec l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, ils pourraient s'informer. Mais quand même, l'information locale est verrouillée. Alors, ils ne veulent pas savoir, mais ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai beaucoup de liens avec les Israéliens, des universités israéliennes, etc. J'étais stupéfaite de voir qu'ils ne veulent pas savoir ce qui se passe à quelques kilomètres de chez eux. Ils aiment mieux pas savoir. Parce que vous avez les enragés, qui sont nombreux, qui sont les colons messianiques, qui rêvent du grand Israël. Et puis vous avez le reste de la population qui ne fait pas partie des colons messianiques, mais qui est dans une indifférence voulue et coupable. Donc voilà, donc c'est très difficile le droit pénal international, parce que derrière les quelques criminels qu'on prend, il y a, est-ce qu'on peut les appeler des complices? Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais il y a le terreau général. La mentalité coloniale, c'est ça aussi. Oui, mais c'est pas le colonialisme au sens habituel du mot, c'est autre chose, c'est de la domination. C'est très spécial, la domination du sionisme, vous savez. Moi, en travaillant là-dessus, j'ai retrouvé les cartes que les sionistes avaient publiées au moment de la déclaration Balfour et du mandat britannique, de ce qu'était à leurs yeux le futur État d'Israël. Mais c'était beaucoup plus que le mandat britannique sur la Palestine. Ça englobait une partie de la Jordanie, une partie du Liban, une partie de la Syrie, une partie du Sinaï. Autrement dit, c'était le royaume de David, puisqu'ils sont dans cette folie messianique. Donc voilà, là, il y a une responsabilité de toute une société. Voilà. Et tu peux compléter sur le droit pénal, oui. Il y a beaucoup de choses dans cette conversation. Juste sur un tout petit mot, moi j'ai l'impression que dans les auteurs actuels qui travaillent sur le sujet, l'idée dominante quand même, c'est qu'il s'agit d'une forme de colonialisme particulière. Oui, bien sûr. Mais on a quand même tout un travail sur le colonialisme de peuplement tel qu'appliqué à Israël, même si tous disent qu'il est spécifique. Mais je dirais que l'avis de la Cour de juillet 2024 va dans ce sens aussi, puisque mobilise le droit des peuples construit dans le temps colonial. Sur le 7 octobre, moi je dirais qu'il faut distinguer entre la possibilité de l'attaque, c'est-à-dire est-ce que l'attaque en elle-même sur Israël était légitime ou pas au regard du droit des peuples, par exemple, et de la situation de Gaza, et ensuite le déroulement de l'attaque. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et il y a eu quand même une dimension militaire de l'attaque au début. Je veux dire, ce sont les postes israéliens qui ont été attaqués, les moyens de communication. Parmi les morts, il y a beaucoup de soldats, 400 je crois, enfin 350. Donc il y a une dimension militaire de cette attaque. Et là, c'est difficile de porter un jugement de type criminalité au regard du droit de la guerre.
Pour le reste, moi, je ne me suis pas prononcée sur cette attaque parce que je souhaite pas trop me prononcer, parce que pour moi, ça reste assez obscur exactement le déroulement de ce qui s'est passé cette journée. Et c'est pour ça que je regrette qu'on n'ait pas eu d'enquête, justement. Alors, vous avez des éléments quand même dans la commission internationale indépendante qui a rendu quelques éléments. Tout ceci s'est accompagné quand même d'une forme de propagande extrêmement avancée, de rumeurs sur des atrocités qui ont été quand même, je dirais, considérées comme non présentes. Les viols de masse, les bébés décapités, tout ça s'est révélé faux. Donc, je trouve que ça aurait été... Moi, j'ai travaillé au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Je sais je pense savoir que dans ce type de situation, il y a des rumeurs d'atrocités qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Pour savoir ce qui s'est passé dans un événement comme celui-là, c'est assez complexe. Savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, quoi imputer à qui, parce qu'il y avait plusieurs groupes armés, plus des civils, des échanges de tirs, l'armée israélienne également. Tout ça est assez complexe. Donc je trouve qu'il faut... Et ça m'a beaucoup gênée, si vous voulez, dans les premiers mois. C'est-à-dire que les politiques s'expriment, c'était déjà un peu gênant parce que ça n'a fait qu'ajouter que je me mette de l'huile sur le feu et faciliter le passage à l'acte génocidaire. Mais que des intellectuels ou des universitaires se prononcent rapidement, ça me gêne aussi parce que je trouve qu'on doit ne pas se prononcer si on n'a pas des éléments très précis et si on n'a pas je dirais une certitude, enfin en tout cas de forts éléments probatoires sur ce qui s'est passé exactement le 7 octobre. Et là on est dans une guerre, enfin je veux dire dans un événement qui restera un événement majeur en un sens aussi du point de vue de la manière dont il a été utilisé. Donc, il y a quand même eu des otages. Ah oui, ça c'est clair. Et ça n'est pas acceptable. Oui, tout à fait. Ça c'est un crime de guerre, évidemment. Ça, c'est un crime de guerre. Il y a certainement aussi des civils qui ont été tués volontairement. Tout à fait. Mais c'est l'ensemble de la journée qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur toute cette journée ? Pas pour condamner ou pas condamner. Pour comprendre comment les mécaniques, quels étaient exactement les acteurs. Et ça c'est difficile à savoir, même si il y a quelques enquêtes déjà au niveau israélien là, sur les attaques des postes qui semblent intéressantes. Moi, j'ai pas eu le temps de les analyser, mais il semble qu'il y a quand même des éléments intéressants sur la phase d'attaque militaire là, sur les différents postes. Il y a eu plusieurs enquêtes sur différents postes de la part des Israéliens. Donc voilà, moi, je voudrais plaider sur le fait qu'il faut vraiment faire attention avant de se prononcer quand on est intellectuel ou universitaire. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qui s'est produit avant de prendre une parole de condamnation. Alors sur le génocide, moi je serais un petit peu plus positive que Monique parce que certes ça va être long, certes c'est de la responsabilité civile, mais déjà ce qu'a dit la Cour à 3 reprises, elle a dit c'est rare, pendant un génocide, vous avez une Cour internationale, la plus haute juridiction onusienne, qui à 3 reprises dit qu'il y a un risque sérieux de génocide qui s'accroît. Ça n'arrive pas dans toutes les situations, ça. Oui. Alors, évidemment, on s'attendait bien à ce qu'Israël ne fasse rien. Mais, en revanche, c'est un signal donné à tous les États partis à la Convention sur le génocide. Dès lors qu'ils ont connaissance d'un risque sérieux de génocide, tous ces États doivent mettre en œuvre tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour prévenir le génocide. C'est ça l'élément important. Ce que vous dites est vraiment un démenti à ceux qui disent que les cours n'ont pas établi, franchement, et je pense à une certaine polémiste, pour pas la citer, qui dit qui disait l'autre jour qu'effectivement il n'y a rien qui a été prouvé en matière de génocide. C'est très important. C'est de dire que dès lors que la Cour l'a dit en 2007 dans l'affaire Bosniaque, dès lors que les États ont connaissance d'un risque sérieux de génocide, ils doivent prendre des mesures pour prévenir le génocide. La Cour l'a dit à 3 reprises qu'il y avait un risque très sérieux de génocide qui d'ailleurs s'accroît dans la dernière ordonnance. Donc il est clair, le régime applicable aux États est clair, les États doivent cesser d'aider Israël et doivent mettre tout ce qui est à leur disposition. Bon, la question militaire, je la mets de côté, pour prévenir le génocide ou pour faire en sorte qu'il ne continue pas d'être commis. C'est tout à fait clair. Et le 30 avril, il y a aussi une 3e ordonnance, celle qu'évoquait Monique, Nicaragua-Allemagne, où le Nicaragua a utilisé
ce qu'avait dit antérieurement la Cour sur l'existence d'un risque de génocide pour agir contre l'Allemagne pour complicité en raison de la livraison d'armes et du définancement de l'UNRWA. Donc ça, c'est pour ça que les États veulent pas dire, le président Macron veut pas employer le mot, parce que le mot génère, le mot génocide, même risque de génocide, génère des obligations majeures. Donc ça, je dirais que c'est presque ce qui sera dit après, au fond. On verra, ça sera intéressant. Mais finalement, c'est le moment qu'on a vécu qui était le plus important juridiquement et pour l'action. C'est pas l'arrêt qui viendra dans 10 ans. Et donc, quand les gens vous disent « Ah, mais la Cour a pas dit qu'il y avait génocide, donc c'est pas grave », donc, comme Monique l'a rappelé, on est au stade des mesures conservatoires. Elle ne peut pas dire qu'il y a génocide. Elle ne peut se prononcer que sur l'atteinte à des droits qu'il faut protéger immédiatement. Donc de manière conservatoire. Donc elle ne peut dire que le risque de génocide. Donc elle ne peut pas dire plus. Et ensuite, on vous dit, la Cour, vous ne pouvez pas parler de génocide avant qu'il y ait un arrêt au fond. Ça, c'est complètement absurde, parce que l'arrêt au fond, il va intervenir dans 10 ans, d'une part. Donc ça veut dire que si on ne parle pas de génocide pendant 10 ans, tout le monde sera éventuellement mort. Donc c'est pas du tout le régime de la Convention sur le génocide qui prévoit d'abord la prévention des génocides. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument écarter. Et d'autre part, la Convention sur le génocide n'exige pas une intervention judiciaire même, n'exige pas une intervention judiciaire avant que les États s'engagent à prévenir le génocide. Il n'y a pas besoin qu'un juge ait statué dans la Convention. Donc tout ça est complètement faux. Ça vise à dissuader les militants, les peuples, d'employer le mot, surtout dans le monde occidental, parce que je pense que dans les États du Sud, il est employé sans problème. Mais il ne faut pas se laisser intimider, parce que juridiquement, ce qui est dit est faux par rapport à la Convention. Et alors maintenant, Monique a évoqué la difficulté peut-être de prouver le génocide. Moi, franchement, j'ai aucun doute sur le fait que le génocide sera constaté. S'il n'est pas constaté, c'est parce que la Cour sera sous influence ou qu'il y aura des juges, parce que les juges sont quand même proposés par leurs États. Donc sont pas nécessaires. Alors il y a des juges du Sud, bien sûr, mais il y a un juge allemand, vous voyez, il y a un juge japonais. Donc il y a des juges qui peut-être, ils suivent pas les instructions de leurs États, mais ils sont sensibles je dirais, au fait qu'ils sont proposés par leurs États. Donc, et puis, il y a déjà eu des pressions sur la Cour. Vous avez vu Sebutinde, la juge ougandaise, qui a fait des sortes de plagiat dans ces deux... Donc on ne peut pas exclure, d'autant plus que j'ajoute un point, comme on l'a vu pour le Nicaragua, l'État qui agit contre Israël est susceptible de se désister s'il subit trop de pression. Vous voyez la pression qui est mise sur l'Afrique du Sud. Donc si l'État qui est en pointe se désiste, on n'aura pas d'arrêt. Donc en attendant, on ne dit rien. On ne parle pas de génocide, on ne parle pas de la Convention, on ne parle pas de la nécessité de prévenir ou d'empêcher le génocide en cours. Non, c'est pas du tout ça. Les gens fonctionnent, ils ont l'image du droit interne. Vous avez un juge, si le juge n'a rien dit, vous ne pouvez rien faire. Mais en droit international, comme l'a rappelé Monique, on n'a pas de juge disponible. Ou alors, et s'il l'est, ce qui est exceptionnel ici, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc le droit international n'est pas construit autour, et c'est peut-être une critique qu'on peut lui faire, autour d'un positionnement judiciaire. Donc il faut se départir de cette comparaison entre droit interne et droit international, même si on pourrait espérer, comme l'espérait Hans Kelsen, par exemple, mettre un juge au cœur du droit international. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce que juger, c'est déjà mettre en difficulté la souveraineté de l'État. Donc, juger, c'est très rare en droit international. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'importance de ces ordonnances. Qu'on ait des ordonnances qui disent à un État, vous êtes sur le point de commettre un génocide, il faut faire ça ou ça, ça a une répercussion énorme. Et d'ailleurs, on l'a vu, ces ordonnances, elles ont été invisibilisées en France parce qu'elles étaient très dérangeantes. Parce qu'elles validaient le discours finalement des peuples qui avaient bien compris qu'un génocide était en cours et qu'elles faisaient entrer en vigueur un régime dans lequel les États doivent tout mettre en œuvre pour prévenir le génocide. Ils sont dans l'illégalité. Absolument, et ils pourraient eux-mêmes, comme l'Allemagne, ils pourraient eux-mêmes, comme l'Allemagne, être poursuivis la CIJ pourrait être saisie à leur encontre sous réserve des possibilités de compétences de la Cour. Mais si vous voulez, tout ce qui est dit
est faux et est basé sur une analogie avec le droit interne qui ne fonctionne pas en droit international. Sur la catégorie du génocide, moi je trouve que le colloque auquel on a contribué, notamment il y avait un historien israélien critique formidable, Omer Bartov, qui a eu des propos très très directs. Très clair. Gaza, c'est un génocide. Les actes de la Convention, je peux y revenir, sont présents. Hein. Vous voulez que j'y revienne ou pas? La définition du génocide, elle est assez ouverte dans la Convention de 1948. Il faut qu'un certain nombre d'actes soient commis dans l'intention de détruire un groupe en tout ou en partie. Donc en général, ce que les gens discutent, c'est pas les actes, parce qu'ils sont à l'évidence présents à Gaza, c'est l'intention. Alors les actes, c'est meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Tout ça est quand même avéré pour Gaza. Troisième catégorie, là c'est peut-être la principale pour Gaza, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc c'est l'hypothèse du siège, c'est l'hypothèse de l'enfermement, ça rentre complètement dans cette catégorie. Et puis une mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, le 13 mars 2025, la commission internationale indépendante créée par le Conseil des droits de l'homme a dit qu'on avait ces actes-là aussi, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, par les conditions faites aux femmes enceintes en raison de la destruction du système hospitalier. Enfin, on a des choses quand même énormes à Gaza. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça pendant 20 mois sous les yeux de tous. Un génocide, une longue torture du peuple de Gaza, avec destruction de tout à Gaza. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et des actes relevant aussi d'une forme de perfidie extraordinaire. Enfin, bref, donc c'est vraiment, je dirais qu'il ne faut pas minimiser du tout ce qui se passe, ça rentre parfaitement dans les actes définis par la Convention. Alors, en général, on dit, oui, mais l'intention, est-ce qu'elle est là? Omer Bartov a dit l'autre jour, lui, ce qu'il a vu d'abord, c'est l'intention. Et donc lui, j'imagine qu'il comprend bien l'hébreu, parce que nous, on a accès, pas à tout en fait, hein. Il y a les discours en anglais, les discours en hébreu, et toute une série de spécialistes des génocides, Genocide Studies, ont dit dès le mois d'octobre 2023 qu'on était en présence d'un cas d'école de génocide en raison des expressions d'intention. Parce qu'en général, elles sont cachées, si vous voulez, vous avez rarement des responsables qui viennent dire, même pour le Rwanda, hein, on a l'intention de faire un siège parce qu'on combat des animaux humains, on veut leur briser la colonne vertébrale, et Amalek. Vous voyez, c'est rare quand même que vous ayez des discours comme ça. Donc là, il y en a beaucoup, publics. Donc je dirais que les spécialistes des génocides disent, c'est ça qui est aussi complètement inédit dans le génocide de Gaza, c'est qu'il y a une libre parole génocidaire et un niveau de responsabilité très élevé. Donc ça, et plus le fait qu'il soit public, c'est-à-dire que les victimes aient filmé leur propre destruction, que les soldats aient filmé de manière jubilatoire les actes qu'ils commettaient. Donc c'est un génocide aussi jubilatoire et public et revendiqué. Donc moi je vois pas comment la Cour, au regard de tous les éléments qu'elle a, les choses qui... Là, vous voyez les derniers éléments. Siège total, on tire sur les gens qui vont chercher de l'aide. La famille, et tout, sous le regard de tous, sous le regard des Nations Unies qui alertent, etc., je ne vois pas comment on pourrait ne pas caractériser ces événements comme un génocide. Voilà. Même pour la Cour, il est vrai, prudente. Elle est souvent prudente sur l'intention. Mais là, l'intention, elle a quand même été clairement affichée et à un niveau de responsabilité. Et d'ailleurs, je crois que le discours du Premier ministre israélien sur Amalek, il a déjà été beaucoup commenté, et les spécialistes disent que c'est clairement une incitation à tout. Mais l'ordre, il peut pas, c'est intéressant, l'ordre, il peut pas être donné exactement comme ça, aller détruire tout le monde. Il est donné par une référence biblique c'est rare les ordres, c'est ce qu'on appelle les ordres à la voix. C'est rare. Oui, d'ailleurs. Les Arméniens, c'est pareil pour les Juifs. Les historiens rappelaient lors de ce colloque qu'on n'a pas de document, de plan écrit de l'Allemagne nazie avant 41-42 d'ordre écrit. Hein, donc ça, les gens l'oublient. Ils pensent que voilà, pour la destruction des Juifs d'Europe, tout était clair dès 1936, 38, 33, et que c'était à la face du monde.
Non, là, par contre, c'est vrai qu'on a une libre parole génocidaire qui va mettre vraiment, je pense, Israël dans l'embarras, même s'il y a un double discours, évidemment, parce que je pense que les juristes israéliens repassent derrière et devant la cour, ils vont dire un peu autre chose. Ils vont dire non, on a bien sûr... Mais je ne vois pas comment on peut échapper aux faits qui sont vraiment attestés, en plus ici, attestés par les Nations Unies, par toute une série d'instances, ONG, organisations internationales. Si c'est pas toujours... Au Rwanda, il n'y avait quasiment pas d'organisation internationale sur le terrain pour rapporter un certain... Bon, ceci dit, c'était tellement énorme, l'ampleur des tueries au Rwanda, que... Mais là, on a vraiment... Moi, je crois vraiment que la Cour, si elle ne considère pas dans 10 ans, si elle peut statuer, si l'Afrique du Sud ne s'est pas désistée, je ne vois pas comment elle pourra échapper à cette conclusion, à moins de se discréditer quand même, vraiment très largement. Je voulais vous poser une question, un peu dans le prolongement de ce qu'on est en train de se dire, sur le destin des mandats. Ah oui, mais juste je voudrais dire un mot pour votre public, c'est le dernier mot sur la Convention génocide, parce qu'on dit toujours le droit international c'était magnifique, etc. en 45-48, mais je voudrais vous faire noter qu'on a un article 12 dans la Convention sur le génocide qui permet aux États signataires, enfin aux États qui ont ratifié la Convention, de ne pas l'appliquer aux territoires colonisés. Ah oui. C'est énorme. Donc, ce qui se passe à Gaza, si vous voulez, les gens ont du mal à comprendre que c'est un génocide, souvent parce qu'ils voient le génocide comme, je dirais, une volonté d'exterminer une population minoritaire dans un État ou dans une série d'États. Les Tutsis du Rwanda, les Juifs en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Ici, c'est pas un peuple minoritaire, c'est un peuple qui a le droit à disposer de lui-même. Donc, on est dans une situation de type colonial. Et la Convention de 48 permettait aux États de ne pas appliquer la Convention génocide à leur territoire colonisé. Donc, vous voyez, ça fait naître surgir une forme de génocide de nature coloniale, et c'est ça aussi qui résiste, je crois, dans le fait qu'on n'arrive pas à se figurer la chose comme génocidaire, les événements comme génocidaires. Et je signale cette disposition qui serait obsolète, évidemment, à l'heure actuelle, elle est obsolète. Ces dispositions ont protesté contre cette disposition qui a été introduite par les États coloniaux, évidemment, tous les pays socialistes, avec l'URSS en tête. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1948, on n'a pas pensé la figure de génocide comme pouvant s'appliquer au territoire... C'est énorme, au territoire colonisé. Hein. C'était l'esprit de départ. Oui, mais c'est vraiment énorme. Donc sur les mandats... leur destin. Là, je pense que la CPI est quand même directement en danger. Hein. Alors la CPI, c'est important, je pense, de dissocier CIJ et CPI. CIJ, c'est vraiment l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui a une forte légitimité, vraiment. Tous les États regardent ce qu'elle fait, bon, sauf certains, évidemment. Mais enfin, grosso modo, c'est difficile, en droit international, d'échapper... Qui est complètement intégrée, de toute façon, à la CIJ. À la création de l'ONU. Voilà, donc et puis c'est vraiment elle a vraiment une forte autorité dans ce qu'elle dit en droit. Et elle peut toucher à tous les aspects du droit international. Hein. Tandis que la CPI, c'est d'abord, elle parle que du droit pénal, hein, donc c'est un tout petit bout du droit international. Et puis, c'est pas une institution qui se voulait universelle, mais qui ne l'est pas. Il n'y a que 123 ou 124 États partis. Et beaucoup d'États ne sont pas partis. Donc, c'est d'abord du pénal, c'est très limité, et c'est pas tous les États du monde, et c'est pas les Nations Unies. Donc, à l'heure actuelle, je dirais que ce qu'on a vu, notamment dans le cas de la Russie, par exemple, c'est que c'était quand même une institution très, sous l'influence des États européens, qui sont un peu surreprésentés. Et moi, j'ai eu très peur pour la survie de la CPI, déjà au moment du conflit Russie-Ukraine. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, quand la Russie est intervenue en Ukraine, eh bien, le procureur a décidé, sous la pression des États membres de la CPI, de n'orienter son enquête que sur la Russie, puisqu'avant, le procureur avait dit on enquête sur les deux parties, avant 2022, hein, sur les forces ukrainiennes et sur les forces russes. On enquête sur l'ensemble du conflit. À partir de l'intervention russe, là, c'était non, finalement, on va enquêter, grosso modo, que sur la Russie. Bon, ça, pourquoi pas, à la limite. Mais le problème, c'est que les États-Unis sont intervenus dans l'enquête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis à la CPI, mais ils ont proposé leurs services. Donc, ils ont financé des fonds spéciaux
pour les enquêtes contre la Russie, alors qu'ils ne sont pas partis au statut de Rome. Donc là, c'était vraiment une tentative claire d'influence du cours des enquêtes, soutenue évidemment par tous les États européens partis. Donc là, moi, je trouvais que... Et puis il y a eu le débat aussi sur le tribunal spécial pour juger Vladimir Poutine, qui a vraiment dominé en partie la scène médiatique, juridique, créer un tribunal spécial pour juger spécialement Poutine, parce que... bon, alors, tout ça était vraiment, à mon avis, totalement inadapté comme réaction à la situation. Et du point de vue de la CPI, moi je me suis dit, la CPI, elle va perdre toute légitimité. Elle enquête sur un État qui n'est pas parti, avec les moyens d'un autre État non parti, qui grosso modo est quand même belligérant contre... par des intermédiaires, hein, une guerre par proxy, comme on dit, quand même directement en conflit, indirectement en conflit avec l'État sur lequel on enquête. Quelle légitimité de la CPI? Il aurait fallu poursuivre des enquêtes, je dirais, sur l'ensemble des belligérants. Hein. Donc là, il y avait déjà, c'était à mon avis, une crise de légitimité qui d'ailleurs avait été précédée par une crise de légitimité s'agissant de la Palestine, puisque la Palestine demande depuis 2008-2009, depuis l'opération Plomb durci, à ce que la Cour pénale internationale traite des crimes commis en Palestine. Et finalement, comme on l'a vu, l'enquête n'a été ouverte que en mai 2024. Enfin, elle a été ouverte en 2021, mais l'enquête spécifique qui concerne uniquement Gaza, pour le moment, l'enquête ne concerne que Gaza depuis le 7 octobre 2023. Alors, la Cour internationale de justice, elle peut regarder jusqu'où on lui demande, c'est-à-dire, là, c'était 1967, elle a regardé l'ensemble de l'occupation depuis 1967. La CPI, elle ne peut pas regarder ce qui s'est passé avant l'entrée en vigueur de son statut pour la Palestine, c'est-à-dire 2014-2015. Donc, elle ne peut pas regarder la longue durée des crimes commis. Mais elle aurait pu regarder au moins depuis 2014-2015. Non, là, c'est 7 octobre. Et si vous regardez les mandats d'arrêt, tout a commencé finalement le 7 octobre. Bon, ceci dit, ne minimisons pas le fait que je pense que c'était important qu'il y ait des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, parce que ça discrédite le pouvoir israélien, bien entendu. Netanyahou est le Premier ministre à la longévité la plus importante depuis la création de l'État d'Israël. C'est un discrédit majeur. Et donc, bien sûr, il n'a pas été arrêté. Il n'est pas prêt d'être jugé. Il n'est vraiment pas prêt d'être jugé. Parce qu'Israël va soulever toute une série d'exceptions, etc. S'il est arrêté, ce qui n'est déjà pas gagné, mais ça a déjà limité ses déplacements. En principe, c'est quand même compliqué. La France est en infraction lorsqu'elle ne met pas en application ce mandat. A priori, oui, même si les règles internationales sont un petit peu ambiguës s'agissant du Premier ministre en fonction d'un État. Ouais. Yoav Gallant, il n'y a pas de problème, il n'est plus en fonction, et puis il a été ministre Mais un chef d'État ou un ministre des Affaires étrangères en fonction, vous avez une règle d'inviolabilité, donc même s'il il peut être jugé par la CPI, bien entendu, il n'a pas d'immunité, mais pour l'arrêter, il y a une règle d'inviolabilité qui fait qu'on ne peut pas se saisir d'un chef d'État, d'un ministre des Affaires étrangères, et même le statut de la CPI le dit en un sens. Hein. Par contre, moi, ce que je disais, c'est que, étant donné qu'on est en présence d'un génocide, ou d'un risque de génocide, la France doit privilégier l'obligation d'arrestation sur les obligations du droit international coutumier relatives à l'inviolabilité, parce qu'on est au nom de la prévention. Voilà, au nom de la prévention. Moi, c'est ce que j'ai essayé de développer comme discours. Mais donc la CPI, je pense quand même que Mais quelle suite? Là, je pense que d'abord, il y a un vrai problème pour la survie de la CPI. Hein. Vous avez les sanctions américaines, vous avez toute une série d'États européens qui quand même se précipitent pas pour appliquer les décisions. Donc ça risque d'être un peu compliqué, le futur de la CPI. Mais c'est une institution qui peut... Donc, je pense que c'est une institution dont il faut un petit peu se méfier quand même si là, ce qu'elle a fait pour les mandats d'arrêt, c'est intéressant. Mais si vous regardez les mandats d'arrêt originels, c'est-à-dire qui visaient aussi des membres du Hamas, qui ont été tués par Israël, donc il n'y aura pas de procès. Mais il y avait quand même dans la catégorisation, de mon point de vue, hein, c'est un peu technique, mais du point de vue quand on regarde les mandats d'arrêt, qui sont essentiellement basés sur la famine pour Israël, la famine à Gaza, mais il manque plein de choses.
Il manque la torture, il manque les bombardements. C'est vraiment... alors qu'on a quand même tout, à mon avis, dans le dossier, mais bon. Donc c'est quand même des mandats d'arrêt qui sont basés sur d'une analyse des faits un peu limitée, à mon avis, du côté d'Israël. Et du côté des Palestiniens, je dirais que les mandats d'arrêt présentent la situation à Gaza comme un conflit interne. Donc franchement, moi et d'autres juristes, on n'a pas du tout compris que le procureur présente le conflit à Gaza comme interne. Le conflit Hamas-Israël comme interne. Ouais. Ça semble un peu technique, mais si vous voulez, pour moi, ça reprend justement ce qu'on évoquait avant le début de l'émission, le fait que les puissances coloniales présentaient les guerres de libération comme des conflits internes, même pas des conflits d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire des événements avec des combattants qui sont des terroristes et sont des bandits, en fait, des opérations de sécurité. Donc, représenter ce qui se passe à Gaza comme un conflit interne entre Israël et le Hamas, je trouve que c'est quand même absolument... Enfin, j'ai même pas compris qu'on puisse soutenir ça, puisque les Nations Unies disent depuis toujours qu'il s'agit d'une occupation. Ça a été rappelé par la Cour. Donc, si c'est une occupation, en droit de la guerre, c'est le droit de l'occupation qui s'applique, c'est le droit des conflits internationaux. Soit le droit de l'occupation, soit le droit de la décolonisation. Donc soit les conventions de Genève de 1949, soit le premier protocole additionnel de 1977. Et dans ces guerres-là, guerres d'occupation, vous avez des combattants qui sont, ça c'est les textes des deux traités, qui sont considérés, qui sont assimilés à des combattants étatiques. Les mouvements de résistance organisés contre l'occupation sont assimilés à des combattants étatiques, c'est-à-dire que s'ils sont mis hors de combat, ils doivent être considérés comme des prisonniers de guerre, traités comme des prisonniers de guerre. Je pense que c'était une revendication ici des combattants algériens ou autres, ou des responsables de ces mouvements de libération. Et si c'est le premier protocole additionnel, là c'est mouvement de libération nationale dans une lutte contre une occupation de type colonial. Donc vraiment, on ne voit pas comment le procureur de la CPI, sauf vraiment à ne pas connaître le droit international hors du droit pénal, et encore, puisque c'est quand même du droit de la guerre, on ne comprend pas pourquoi il qualifie cette situation de conflit interne. C'est complètement fou. Sauf, justement, à valider, je dirais, le récit de la guerre contre le terrorisme. Donc vous voyez l'équipe du procureur, elle a abouti à cette caractérisation validée par les juges en novembre 2024. Ça veut dire que le monde de la CPI, c'est un monde qui n'est pas celui de la CIJ, qui n'est pas nécessairement celui des Nations Unies, où on n'a pas cette culture juridique de longue haleine qui permet de représenter toute une série de phénomènes dans leur contexte historique. Et puis c'est un monde beaucoup plus sous pression politique, infiniment plus que la CIJ. Alors la CIJ, aussi, je dirais que les personnels sont quand même des pénalistes. Si vous regardez les juges, ce sont des spécialistes de droit pénal. Oui. Si vous regardez le procureur, c'est d'abord un spécialiste de droit pénal. Donc ce ne sont pas des spécialistes de droit. Il y a aussi une culture juridique qui fait que certaines choses ne sont pas vues, tout simplement pas vues, ou soit volontairement omises, parce que moi je pense que le procureur Karim Khan, pour se légitimer dans ses mandats d'arrêt, puisqu'il avait une énorme pression, c'est tout à fait clair, il a fait appel à un panel d'experts, et ils sont tous anglo-saxons, ou liés à des universités juridiques américaines. Donc, je trouve que ça ne va pas non plus, parce que la CPI, il n'y a pas que le monde anglo-saxon, il y a l'Afrique du Sud qui a des grandes équipes juridiques, vous avez des États d'Amérique latine qui sont aussi d'excellents juristes. Pourquoi avoir un panel uniquement anglo-saxon qui donc oriente le regard, puisque dans cette doctrine-là, la guerre contre le terrorisme est hyper puissante. C'est pas la doctrine internationaliste classique, je dirais. Oui. Alors, pour en revenir à notre question de départ, y a-t-il encore de bonnes raisons, Madame, d'espérer dans ce droit international? Alors oui, mais à condition de savoir que l'effet sera différé. Ça, c'est essentiel. Et je redonne toujours l'exemple des luttes de libération nationale ou de la guerre du Vietnam. Si vous voulez, c'est vrai que nous sommes dans le rapport de force actuellement, plus que jamais. Mais nous l'avons été à d'autres moments. Quand les États-Unis mènent leur guerre au Vietnam pendant 10 ans,
personne ne pariait sur la victoire des Vietnamiens. Les États-Unis envoyaient leur B-52 depuis l'îlot de Diego Garcia dans l'océan Indien. Ils avaient une supériorité militaire absolument écrasante. Le Vietnam a gagné. Les luttes de libération, l'armée française quand même face au FLN algérien, le rapport de force était en faveur de l'armée française. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le rôle du droit. Le rôle du droit, c'est le rôle d'une force différée. Elle infuse dans la société, dans les consciences des individus, dans l'opinion publique, et elle finit par porter des fruits. Moi, j'étais quand même, on suivait l'actualité de près à l'époque de la guerre du Vietnam. Bien sûr, c'est les Vietnamiens, par leur combat absolument héroïque, qui l'ont gagné, mais ils l'ont gagné parce que, dans les campus américains, les étudiants ont fait des manifs au prix de leur vie, puisqu'il y avait eu des morts. Hein. Et la guerre d'Algérie, moi je m'en souviens très bien, elle a été gagnée par la force du FLN algérien, sa conviction, mais elle a été gagnée au moment où les soldats français ont commencé, je me rappelle c'était à Lyon, des soldats français qui refusaient de monter dans les trains, en disant nous on ne veut pas faire ça. Ils se couchaient sur les voies ferrées, des jeunes voilà. Et là, c'est là qu'il y a eu le point de bascule. Parce que ça voulait dire que l'oppresseur n'était plus convaincu dans sa société profonde de la validité de son oppression. Et c'est là que ça bascule. Et c'est la parole du droit qui fait ça. Ouais. Parce que si vous prenez le cas de la guerre d'Algérie qui s'est terminée en 62, il y avait eu en 1960 les grandes résolutions sur la décolonisation. Et donc c'était rentré dans les consciences. Ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Moi je dois dire que c'est ça qui me donne un peu de courage pour continuer, parce que sinon, si on est dans l'instant présent, c'est complètement décourageant. Ouais. Mais non, continuons. Ce que fait la CIJ avec les avis qu'elle a rendus, Netanyahou les a envoyés balader d'un revers de main en les disant antisémites. Laisse faire, mon ami, laisse faire. Ça a été dit, ça a été bien dit, ça a été repris par l'Assemblée générale, et ça va faire son chemin. D'accord. Mais ça veut dire qu'il faut une longue patience. Et puis ce qui est terrible, ça c'est vraiment terrible, c'est que pendant ce temps-là, le peuple se meurt. Oui. Donc c'est pas à la hauteur de l'événement. Bien sûr. Ouais. Il y a aussi l'intervention des sociétés civiles, et puisque vous parliez du Vietnam, on pense au tribunal de Bruxelles, etc. Évidemment. Oui. L'intervention. Un prolongement, je voulais me permettre une dernière question, parce qu'on commence à être un peu long. On a abordé un petit peu les perspectives, parce qu'on a fait ensemble le constat que, effectivement, l'architecture de l'ordre juridique international, concrétisée dans l'ONU, dans les instances onusiennes, etc., démontre son caractère inopérant. Et on a abordé un élément qui me paraît important, c'est la question de la dissociation entre la souveraineté des peuples et leur traduction à travers des institutions que sont les États-nations. Et en particulier, je voulais, dans le cas de la Palestine, revenir sur un élément de langage qui revient souvent dans la bouche des personnes qui se disent attachées au droit et qui ne veulent pas trop se mouiller en pointant du doigt Israël, et qui disent moi j'ai toujours été pour la solution à deux États, la solution à deux États, la solution à deux États. C'est un peu le leitmotiv qui revient sans forcément qu'on ait réfléchi une seconde à ces conditions concrètes de possibilité. Donc il y a cette manière un petit peu de vouloir court-circuiter l'expression réelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en se réfugiant derrière des solutions formelles de type solution à deux États. Et ça m'a rappelé aussi, pendant qu'on était en train d'échanger, la manière dont ce même concept de souveraineté et de droit à disposer de soi-même en tant que peuple a pu être instrumentalisé à des fins, par exemple, de promotion d'organisations indépendantistes ou séparatistes dans des pays qu'on n'aimait pas. Et l'émergence d'États un peu fantoches. Je pensais notamment tout à l'heure à la question du Kosovo et à sa reconnaissance dès 2008 par les Américains. Kosovo qui aujourd'hui est notoirement un État failli. Et on peut multiplier les exemples de ce genre-là. En fait, je voulais vous poser la question à toutes les deux sur une mécanique du droit international qui pourrait justement tenir compte du fait que la souveraineté des peuples, la souveraineté populaire, le droit des peuples à disposer de lui-même, n'est pas forcément synonyme de la création d'un État-nation pour l'expression des peuples en question. Et au contraire, on a vu, surtout là, depuis 15-20 ans, comment est-ce que ça peut être redoutablement instrumentalisé à des fins qui sont clairement contre les intérêts des peuples. Je pense aux Syriens, par exemple, aux Libyens, etc. Comment est-ce que vous imaginez une mécanique du droit international qui tienne compte justement du fait qu'il n'y a pas un lien d'égalité entre un État-nation et un peuple souverain? Alors, si vous me donnez la parole là-dessus,
Je vais aller très loin parce que moi, je pense que les États-nations, c'est un moment de l'histoire, qu'il n'y a pas d'État nationalement pur, c'est-à-dire formé par un seul peuple, il n'y en a pas. Et que cette histoire de souveraineté, moi je suis très critique, là je diffère un peu de mon ami Raphaël, mais je suis très très critique à l'égard de la souveraineté. Je considère que c'est un concept extrêmement réactionnaire, parce que, alors là je m'appuie sur des philosophes que j'ai eu la chance de fréquenter dans mon université, notamment Miguel Abensour et Étienne Tassin, qui allaient très loin dans la critique politique de la souveraineté, en disant que il remontait à la Boétie. Il faut remonter à la Boétie, c'est magnifique, il faut lire vraiment la Boétie, qui expliquait que l'État essaye de se cristalliser en ce qu'il appelait le 1, avec un U majuscule, de l'État. C'est-à-dire une réduction de la diversité à une seule unité. Et du coup, avec la souveraineté de l'État, on écrase la diversité, on l'empêche de s'exprimer. Il faut que le peuple soit un... Rappelez-vous, en France, pas de peuple corse, pas de peuple corse. On nie la réalité du peuple corse. Mais il n'y a pas que le peuple corse. La France est un agglomérat de peuples divers. Et donc, moi je pense qu'on est dans un moment d'ouverture du monde qui fait que tout ça vole en éclats, que la seule vraie communauté politique valable, c'est la communauté politique des humains, et qu'ensuite la répartition en États, en peuples et en groupes politiques différenciés, ça va, ça vient. D'ailleurs, regardez la carte du monde et comme les États ont bougé en quelques décennies, c'est incroyable. Alors que vous avez les Français jacobinistes disent la France éternelle. La France éternelle. Oui, la France est un pays assez solide et qui est relativement stable, mais les composantes politiques, ça bouge. Donc voilà. Moi, je suis très, très sceptique par rapport à ça et je pense que dans un droit à venir, il faudra admettre que les identités nationales ne sont pas les identités prioritaires. Mais c'est très prospectif ce que je dis là. Et du coup, dans le cas précis de la Palestine, est-ce que pour vous, on connaît Rima Hassan pour sa prise de position en faveur de l'État binational, est-ce que par exemple pour vous, une solution comme l'État binational en Palestine pourrait être une transcription de cette... Mais c'est aux Palestiniens de le dire, ça ne me regarde pas. Moi je vois qu'il y a deux options, effectivement, il y a l'option des deux États, qui est de plus en plus difficile à mettre en œuvre avec ce que fait Israël, mais ça ne sera jamais impossible, parce que la Cour a dit très clairement dans son avis de 2024 qu'il fallait que les colons rentrent en Israël, et qu'il fallait démanteler les colonies. Alors évidemment c'est difficile quand il y a 700 000 colons, mais c'est un devoir d'Israël. Donc la solution des deux États, il faut qu'elle reste sur la table, mais c'est aux Palestiniens de dire s'ils préfèrent l'État binational dans lequel ils défendront leurs droits universels. C'est pas à nous de décider ça. D'accord. Moi, de la même manière, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est aux Palestiniens. Et dans ce contexte-là, je trouve qu'il faut permettre l'expression de toutes les sensibilités palestiniennes et ne pas, c'est ce que j'essaye de faire quand même les puissances occidentales à l'heure actuelle, de ne pas entendre certaines voix, hein, puisque là l'idée c'est l'autorité palestinienne recomposée qui est au centre de tout, mais dans cette idée de respect des Palestiniens et de leur droit à l'autodétermination, eh bien c'est à eux de dire qui doit les représenter, sous quelle forme et comment s'associer pour la solution qu'ils privilégieront. Sur la souveraineté, moi je voudrais pas faire tomber, parce que je pense qu'il faudrait mieux terminer sur les propos de Monique, mais moi je vois pas tout à fait les choses comme ça, parce que je pense que beaucoup d'États ne sont plus souverains en fait. C'est-à-dire, pour moi la souveraineté, ça devrait être l'expression justement de l'opinion, l'expression du peuple en fait, du peuple souverain. Je pense que beaucoup d'États ne sont plus souverains. En même temps que le colloque où on était au Collège de France, il y avait un colloque sur la dette d'Haïti. Donc c'est tout cet enfermement dans un système économique qui fonctionne par la dette, par des accords d'investissement bilatéraux extrêmement contraignants. Il y a toute une série d'éléments qui passent par le droit international. Nous, on a parlé du droit international sympathique, mais il y a aussi un droit international d'oppression économique. Hein.
tous ces systèmes d'accords bilatéraux, tous ces systèmes de FMI, Banque mondiale, ce que le CADTM appelle le système dette, qui contraint complètement les États au sud et maintenant aussi au nord. Plus toute une série d'autres phénomènes, je dirais, où on voit bien qu'on n'est pas nécessairement représenté, même quand on a la possibilité de voter. Eh bien, les décisions qui sont prises ensuite sont sont sous l'effet de forces que nous ne maîtrisons pas, qui n'ont pas été exprimées par le vote. Donc je pense que, pour moi, il faut déjà essayer d'identifier ces contraintes qui pèsent sur les peuples au niveau, je dirais, au niveau des États, lutter contre ces obstacles à l'autodétermination réelle des peuples, et puis ensuite construire peut-être plus large. Mais pour moi, les États à l'heure actuelle, et on le voit bien dans le cas d'un certain nombre d'États d'Afrique, ne sont pas complètement souverains. Je prends l'Afrique, mais il y a d'autres cas, bien entendu. Parce que la Grèce, regardez la Grèce, la dette. Et comment l'Union européenne a réagi à la dette grecque. En passant sur toutes les le référendum grec, la démocratie n'a plus d'intérêt pour les élites. Je pense que la démocratie n'a plus d'intérêt pour les élites occidentales. Donc moi, je pense qu'il faut déjà lutter dans le cadre national, peut-être en s'associant avec des projets internationaux, pour restaurer des pouvoirs dans les entités qui sont à l'heure actuelle les États, qui restituent la volonté des peuples et donc la nécessité d'appliquer des règles fondamentales de protection civiles et politiques, mais aussi économiques, sociales, droits économiques, sociaux et culturels, qui doivent revenir en force contre ces contraintes qui sont imposées sur les États qui ne sont plus véritablement souverains, à mon avis, dans un certain nombre de cas. Non, mais sur le fait qu'il n'y ait plus d'État souverain, je suis complètement d'accord. Cette souveraineté, ça a été un leurre. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu qui soit pleinement souverain. Si la souveraineté a une définition, ou alors on parle d'un concept qu'on ne définit pas, mais il est défini comme un pouvoir inconditionnel, au-dessus duquel il n'y a rien. Ça n'existe pas. Je vais raconter une anecdote qui remonte à quelques années, mais qui reste vraie. Au moment où je m'intéressais beaucoup à la région de la mer de Chine du Sud, il y avait eu un bateau américain qui prétendait être un bateau de recherche, qui naviguait dans cette mer de Chine du Sud, mais très près d'un des îlots que la Chine prétend être à elle. Le bateau s'approche, il était dans les eaux internationales, mais il s'approche quand même assez près, et le voilà entouré par une dizaine de bateaux chinois, quelques-uns de la marine nationale chinoise, puis des bateaux de pêche. Le commandant du bateau de recherche américain appelle au Pentagone, dit « Qu'est-ce que je fais ?» Le Pentagone dit « Vous sortez, vous partez. » Furieux, le commandant sort, il retourne dans le Pacifique. Madame Clinton, qui était secrétaire d'État à l'époque, passe au Vietnam quelque temps après. Dans une conférence de presse, elle est interrogée. « Madame, vous êtes quand même le représentant de la première puissance du monde. Ce bateau américain était sommé par les bateaux chinois de dégager, et il a dégagé. Comment vous expliquez ça ?» Et en une phrase, elle a répondu « Oh, vous savez, on n'attaque pas son banquier. » La Chine détient une part importante de la dette américaine. Alors c'est très allégorique, mais c'est très important, comme tous les États se tiennent. Alors ils se tiennent dans tous les sens du mot, parce que c'est vrai que la Chine détient une partie de la dette américaine, mais ce serait très risqué pour la Chine de tout d'un coup ériger un mur d'argent devant le gouvernement de Donald Trump. Mais enfin, ça veut dire que nous sommes dans les interdépendances. Il n'y a plus de souveraineté. Il faut penser le monde là-dedans. Il faut repenser la justice mondiale dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin. Je vous remercie infiniment. Oui, donc juste signaler l'ouvrage de Maître Chemillé-Gendreau, Rendre impossible un État palestinien. On le mettra dans la vidéo, on le présentera. Rendre impossible un État palestinien, l'objectif d'Israël depuis sa création. C'est un livre. C'est un livre d'entretien, je crois, c'est ça ? Non. D'accord. Et donc, il fait le point sur effectivement la façon dont l'État d'Israël a empêché depuis le début, comment donc la création d'un État palestinien, qui rappelons-le, est consubstantielle à la création de l'État d'Israël. On ne peut pas avoir d'État d'Israël si on n'a pas un État palestinien de façon concomitante.
Voilà, merci, merci à vous. C'était un plaisir. Merci de nous avoir permis d'explorer les arcanes du droit international. Pas trop souvent. Bon, on a été ravis. C'est toujours précieux d'avoir une parole d'expert et puis de pouvoir rentrer comme ça dans les arcanes de sujets techniques, mais qui sont quand même cruciaux pour comprendre un petit peu la réalité du monde telle qu'elle se concrétise sous nos yeux. Merci beaucoup. Merci Madame Chemillon-Trou. Merci Madame Maison. Merci Youssef. Merci à toi également. Pour ma part, il me reste à vous dire au revoir et à très bientôt pour de nouvelles émissions. Voilà, et bien sûr, l'antenne de PDH vous est ouverte parfaitement, chère madame. Merci de votre accueil. Merci. On a été ravis. Merci beaucoup.